Eh bien, merci d'être présent, pour ceux qui sont présents, et les autres, vous le verrez sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charles Aymar, qui s'occupe d'une société qui s'appelle The Bridge Research and Innovation. Et le sujet du débat va être la place des docteurs et doctorants en entreprise. Donc concrètement, c'est organisé de la façon suivante. Charles va nous parler, présenter son point de vue pendant à peu près un quart d'heure. Moi, je ferai pareil, et après, il y a un débat avec la salle et quiconque veut poser des questions. Charles, vous avez la parole. Bien, Attendez, merci. attendez, qui tourne la caméra. Merci. Alors quelques mots introductifs. Tout d'abord, merci Monsieur Bodami pour l'invitation. Merci à la Société Calcul Mathématique de me donner la possibilité de débattre et d'échanger sur la place des docteurs, des doctorants dans les entreprises, un sujet qui m'est cher depuis la fin de ma thèse. Donc j'ai bon espoir enfin je suis même certain que les échanges seront intéressants et fructueux et que le débat aura toute sa place. Voilà. Donc pour commencer, j'ai hésité un peu sur la manière, on va dire, d'aborder le sujet, en tout cas sur l'accroche que je pouvais faire, parce que c'est un sujet qui est quand même une question qui est assez brûlante, un sujet qui est assez macro, et finalement je me suis dit peut-être la meilleure manière d'aborder le sujet pour pouvoir le rendre plus humain, c'est de parler d'une expérience personnelle, d'une anecdote. Et cette anecdote, elle est basée elle est fondée sur mon expérience de thèse. Et je me souviens une fois en doctorat, quand j'étais doctorant à Aix-Marseille Université, je présentais dans un séminaire un comité de suivi de thèse. Et on m'avait dit, Charles, en sciences de gestion, il y a trois types de conclusions, enfin il y a trois apports qu'il faut mentionner dans ta conclusion, à la fois les apports empiriques qui concernent le terrain que tu as étudié, les apports théoriques, qu'est-ce que tu apportes en termes de connaissances, et les apports managériaux. Et toi, ce que tu as fait, c'est que tu as surestimé les apports managériaux, tu en as trop dit sur les apports managériaux, et ce qui compte en fait vraiment quand on fait de la recherche en sciences de gestion, c'est les apports théoriques. Alors moi, je trouvais ça quand même un peu paradoxal pour une science qui a pour ambition d'étudier le fonctionnement des organisations. Et c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille. Voilà, en me disant c'est quand même surprenant, on étudie le fonctionnement des organisations, des entreprises en partie, mais après ça peut être des associations, des organisations, des associations, enfin un ensemble d'acteurs. Et je m'étais dit, bon, c'est quand même dommage toute cette connaissance qui est là et qu'on peut pas utiliser finalement, surtout, bonjour, surtout lorsqu'elle concerne les acteurs qu'on étudie. Et j'ai mis ça en regard avec le fait que chaque année, il y a 14 000 docteurs qui sortent des universités en France. Et sur ces 14 000 docteurs, il y en a la moitié qui ne travailleront pas à l'université, donc qui ne travailleront pas dans la sphère académique et qui travailleront hors du coup du système universitaire. Et je me suis dit, bah, finalement, la question qui se pose, c'est que faire de ces docteurs, comment est-ce qu'on les emploie hors de la sphère académique finalement, et quel est leur parcours. Donc il y a pas mal d'enquêtes qui sont menées là-dessus, mais dans les faits, et pareil d'expérience personnelle, les docteurs qui ne travaillent pas dans la sphère académique se posent la question de leur devenir, et c'est une vraie inquiétude pour eux. Ce nombre-là de 14 000, c'est pas vraiment un problème parce que pareil, il y a plusieurs études qui ont été menées. Il y a des pays dans lesquels il y a plus de docteurs et qui sont moins bien insérés, et des pays dans lesquels il y a moins de docteurs et ils sont beaucoup plus insérés. Donc la question du nombre, c'est pas vraiment là où est le problème. C'est plus un problème d'adéquation entre ce que peuvent apporter les docteurs et les besoins des organisations. C'est là-dessus en tout cas qu'il me semble qu'il faut mettre la focale. Et sur cette insertion professionnelle entre les PhD et les entreprises, et notamment en fait la porosité entre les deux univers, hein, l'univers de l'entreprise et l'univers académique, sont deux univers qui au mieux ne se connaissent pas et au pire s'ignorent volontairement. Ils se détestent. Voire parfois se détestent. Alors, quand on parle de hors académie, c'est relativement large hein, finalement. Est-ce qu'on parle d'entreprise? Est-ce qu'on parle d'administration? Est-ce qu'on parle d'association? Est-ce qu'on parle d'organisation internationale? Rien que sur les entreprises, ça va dépendre si on parle d'une grande entreprise, d'une grande multinationale qui a un service R&D qui peut être structuré, ou si on parle d'une PME qui a pas forcément, voire pas du tout de R&D, fait pas de R&D, soit parce qu'elle n'en a pas l'idée, soit parce qu'elle n'en a pas l'intérêt. Sachant qu'en France, on a une particularité, c'est qu'on a un tissu de PME qui est relativement bien maillé. Par contre, contrairement à nos voisins allemands, on n'a pas d'ETI, et c'est peut-être là où la question se pose en termes d'insertion professionnelle des docteurs.
Donc quand on parle de l'extra-académique, ça peut être voilà, sur les entreprises avec des disparités, mais pour cette intervention-là, on parlera d'entreprises au sens général, mais ça peut également être des administrations, je pense à la thèse COFRA, qui est en fait une thèse CIFRE, mais dans les administrations, des associations professionnelles, également, les docteurs peuvent travailler dans ces associations professionnelles, ou également des organisations internationales. Donc si on se centre vraiment sur les entreprises, juste quelques statistiques pour cadrer un peu le débat. Chaque année en France, d'après l'INPI, il y a 15 500 brevets qui sont déposés, donc en 2023 plutôt, ce qui est en hausse par rapport à 2022 de 5,6%, et il y a 291 000 chercheurs qui travaillent dans les entreprises en France, et seulement 11% ont un doctorat. Alors ces statistiques, elles servent vraiment à cadrer le débat, parce que seules brutes, elles ne veulent rien dire, il faudrait les mettre en perspective naturellement, mais au moins ça permet d'avoir quelques notions pour ceux qui s'intéressent au débat et qui n'auraient pas forcément les tenants et les aboutissants, ou en tout cas quelques données de cadrage. Donc en France, il y a de nombreuses initiatives en faveur des entreprises innovantes qui sont fondées sur des travaux de recherche académique. Je pense au plan Deep Tech par la Banque publique d'investissement, par la BPI. Et pourtant, la France, elle ne perce pas dans les classements internationaux. La France est 12e au classement mondial de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les dépenses du PIB en France, c'est 2,2%. La moyenne de l'OCDE, c'est 2,7%. Et en Allemagne, ils sont à 3,1%. Donc il y a des initiatives qui sont lancées, mais pas suffisamment pour qu'on puisse avoir une place sur la scène internationale. Et un des leviers finalement pour progresser dans ces classements et pour continuer à innover, ou en tout cas pour intensifier ces stratégies de R&D et cette innovation, ça peut être, et c'est là où on en vient au débat, le recours au docteur en entreprise. Deux exemples pour montrer que le recours au docteur en entreprise peuvent être des leviers, ou en tout cas des moteurs de l'innovation et de la R&D. Un exemple d'actualité, vous avez tous entendu parler de ChatGPT avec Sam Altman, qui emploie massivement des chercheurs, des docteurs, et qui repose finalement sur des découvertes scientifiques. Ça, c'est le premier exemple. Et un exemple plus personnel, lorsque j'étais en Suède à l'université d'Uppsala, on parlait de stratégie d'internationalisation, des modèles des entreprises à l'export. Et autour de la table, il y avait des chercheurs d'un côté, enfin même mélangés, il y avait des chercheurs et des managers, des dirigeants d'entreprise, puisque l'université d'Uppsala, son modèle de base d'internationalisation, s'est fondé sur 4 entreprises qui sont 4 multinationales, Atlas Copco, Sandvik, Facit et Volvo. Voilà, donc ce ne sont quand même pas des petites entreprises. Et finalement, les managers de ces entreprises, ils utilisaient les réflexions des chercheurs pour les imputer dans leur stratégie, et les chercheurs utilisaient le terrain, donc les entreprises, pour renforcer leurs articles. Donc c'était bien du gagnant-gagnant. Donc on a deux exemples qui montrent qu'à l'international, ça se fait, cette collaboration entre chercheurs et entreprises. Et la question, finalement, elle se pose en France, et on revient finalement sur le terme du débat aujourd'hui, enfin sur les thèmes du débat aujourd'hui, c'est quelle est la place des docteurs dans les entreprises? Et si je dois reformuler la question, en tout cas telle que je l'ai compris, ou telle que j'ai envie de l'aborder, c'est ça la vraie reformulation, c'est pourquoi les chercheurs peuvent être utiles aux entreprises et que peuvent-ils leur apporter? Alors pour dérouler ma réponse, je vais procéder en 3 temps. Le premier temps de la réponse, il va être centré sur les connaissances scientifiques et les méthodes de recherche comme moteur de l'innovation et comme levier de croissance. Dans un deuxième temps, j'aborderai l'expertise scientifique et technique des docteurs, et notamment les compétences techniques et les compétences humaines que les docteurs peuvent apporter aux entreprises. Et dans un troisième temps, j'aborderai les conditions de réussite de la coopération entre les docteurs et les entreprises. Donc pour démarrer, le premier temps de mon argumentation repose sur les connaissances scientifiques et les méthodes de recherche comme moteur de l'innovation et comme levier de croissance. Donc peut-être quelques précisions sémantiques au début. Quand on parle de chercheurs, tout à l'heure je citais la stat de 291 000 chercheurs qui travaillent dans les entreprises en France. Quand on parle de chercheurs, c'est indifférencié, à la fois docteur et à la fois ingénieur. Je rappelle que 11% de ces 291 000 chercheurs sont titulaires d'un doctorat. Donc pour cette présentation, je vais utiliser de manière indifférenciée, ou en tout cas je considérerai que ce sont les mêmes termes, chercheurs et docteurs, puisque ce sont des profils qui ont été formés à une démarche de recherche, ce que ne font pas forcément au cours de leur cursus les ingénieurs qui n'ont par exemple pas forcément publié, que ce soit à la fois la thèse ou à la fois d'articles scientifiques. Ça, c'était la première précision sémantique.
La deuxième précision que je voulais faire, c'est de différencier les sciences et la recherche. Donc les sciences, que je conceptualise plutôt comme un stock de connaissances, c'est l'ensemble des connaissances fondées sur des consensus qui sont validés par des communautés scientifiques reconnues comme fiables. Et c'est peut-être sur ce point aussi qu'on pourra avoir un temps d'échange tout à l'heure avec M. Bozani. Et la recherche que je considère qui est plutôt en fait un flux de connaissances, donc un processus de création de nouvelles connaissances dont l'issue est incertaine. Et il y a souvent la phrase qu'on cite, qu'on attribue à De Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Bon, au-delà de cette petite phrase à l'encontre des chercheurs, l'idée de ce qu'est la recherche, c'est que c'est bien un processus de création de connaissances qui repose à la fois sur le doute, mais bien le doute scientifique, et qui repose également sur des protocoles, des méthodes et des procédés de recherche. Un exemple pour montrer que la science comme état de connaissance et le processus de recherche peuvent nourrir les entreprises, c'est l'exemple d'Air Liquide. Et je pense à une intervention de Régis Réau au Collège de France en 2019, donc la thématique du colloque portait justement sur recherche et innovation. Et l'intervention de Régis Réau porte sur le fait que les connaissances scientifiques issues de la recherche fondamentale, elles ont permis finalement de trouver des solutions techniques et opérationnelles à des problèmes d'envergure. Il cite notamment le trou dans la couche d'ozone et les pluies acides qui ont été, on va dire, solutionnés grâce à une compréhension plus fine des problèmes. Alors, je sais que Bernard voudra rebondir là-dessus pour avoir vu certaines de ses vidéos antérieures. Néanmoins, c'est la thèse que défend Régis Réau dans son intervention. Et moi, ce que je retiens de cette intervention, au-delà du fond que je ne suis pas capable et là aussi on pourra en reparler, que je ne suis pas capable d'analyser, c'est la confiance dans les communautés scientifiques, c'est de dire qu'on peut résoudre certains problèmes parce qu'on les comprend. Et finalement, la recherche fondamentale précède les solutions techniques et opérationnelles qu'on peut trouver, ou en tout cas qu'on peut identifier, et qu'on appellera plutôt la recherche appliquée. Donc l'idée de cette première partie, c'est bien de faire sortir la recherche des universités grâce à des coopérations réussies, ce qui permet de réaffirmer la performativité des connaissances scientifiques. Voilà. En conclusion de cette première partie, c'est que la recherche, même fondamentale, peut sortir de l'université pour devenir un moteur de l'innovation et de la croissance, et l'exemple d'Air Liquide nous permet d'illustrer cette première partie. Dans un deuxième temps, je vais me centrer sur l'expérience scientifique et technique des docteurs. Donc, je ne vais pas chercher à être exhaustif sur l'ensemble des compétences que peuvent apporter les chercheurs en entreprise, enfin les docteurs en entreprise. Il y a plusieurs référentiels. Je pense au RNCD, Réseau national des collèges doctoraux, je pense à l'APEC, je pense à l'association Bernard Grégory. Bref, il y a quantité d'intermédiaires qui cherchent à promouvoir les compétences des docteurs pour les entreprises. Je me centrais sur deux types de compétences, les compétences techniques et les compétences humaines. Voilà, j'agrège l'ensemble de ces compétences autour de ces deux axes. Concernant les compétences techniques, je dirais qu'elles permettent de rendre crédibles les projets d'innovation portés dans les entreprises, en apportant une sorte de caution scientifique, si je peux me permettre le terme. En effet, les recherches permettent d'obtenir des résultats, et en tout cas, même si les résultats sont non concluants, c'est déjà un résultat en soi, et d'explorer des solutions, d'explorer de nouvelles solutions grâce à des méthodes, on appelle ça des protocoles de recherche. Alors, si je le résume à l'extrême, et ça, normalement, c'est commun à la démarche scientifique, c'est la méthode IMRD, où en fait on fait une revue de littérature pour savoir ce qu'il existe à un instant T, pour ne pas réinventer la roue. En réalité, dans un deuxième temps où on expose sa méthodologie, et après on trouve des résultats qu'on discute pour savoir s'ils sont applicables ou non à la stratégie de l'entreprise. Donc ces compétences techniques, on peut les faire, et là en l'occurrence la compétence technique, c'est bien mettre en œuvre un protocole de recherche, si on veut innover, pour ne pas innover ce que les concurrents ont déjà fait, ou pas pour refaire quelque chose qui a déjà été fait auparavant. Ces compétences techniques, elles permettent également d'obtenir des agréments pour accéder à des marchés réglementés. Lorsqu'on doit rédiger un dossier technique, c'est quand même plus simple lorsqu'on a les fondements scientifiques de l'innovation qu'on veut mettre sur un marché. Donc les chercheurs peuvent aider à obtenir ces agréments, ils peuvent également aider à obtenir des financements, et c'est une thématique d'actualité avec le projet de loi de finances qui vise à remettre en question
le crédit impôt recherche, avoir un dossier scientifique et technique solide permet d'accéder à ces financements-là. Ça peut être également des subventions, ça peut également être des bourses, ça peut également être des appels à projets. Que ce soit les agréments ou les financements, les deux sont des outils et des moyens utilisés pour le développement des entreprises. Donc en fait, ces compétences techniques, les premières, les compétences techniques, elles donnent des garanties de crédibilité pour les projets d'innovation, en rassurant les partenaires, que ce soit des clients, des donneurs d'ordre ou des financeurs. Voilà pour le premier paquet de compétences, les compétences techniques. Puis on a le deuxième paquet de compétences, les compétences humaines qui permettent d'élargir les opportunités à disposition des entreprises. Coopérer avec un docteur, c'est augmenter ses chances d'identifier des experts. En effet, les chercheurs apportent des réseaux scientifiques, des réseaux d'experts pour trouver de nouvelles opportunités et de nouveaux gisements. Et là, en sociologie, on a des théories qui sont relativement bien établies. Je pense à Granovetter avec les liens forts et les liens faibles, à Grossetti avec les chaînes relationnelles, et les théories du petit monde qui permettent en réalité de comprendre comment les individus peuvent être mis en relation. Et dans le cas des chercheurs, avoir un chercheur en interne dans son entreprise, ça permet d'accéder à ces réseaux scientifiques nationaux et internationaux. Donc travailler avec un docteur, c'est ouvrir le champ des possibles, avoir de nouveaux réseaux et donc potentiellement de nouvelles collaborations selon qu'on cherche un client, un fournisseur, encore une fois, ou un financeur. La deuxième conclusion concernant ces expertises scientifiques et techniques, c'est bien que les compétences techniques, elles offrent des moyens opérationnels aux entreprises, avec justement les compétences techniques, et les compétences humaines permettent aux entreprises de travailler en réseau grâce aux chercheurs. La troisième partie de mon exposé porte sur les conditions de réussite de la coopération entre les docteurs et les entreprises. Donc il va y avoir encore une fois j'ai recensé deux conditions principales, mais on pourra en citer d'autres et ce sera peut-être le temps du débat. Des conditions pour les entreprises et des conditions pour les chercheurs eux-mêmes. Donc pour les entreprises, l'une des conditions pour une collaboration réussie, c'est d'apprendre à traduire les connaissances scientifiques pour s'en saisir. C'est en comprenant le fonctionnement de la recherche, c'est en comprenant comment ont été créées les connaissances scientifiques que les entreprises vont pouvoir innover et créer de nouveaux produits ou de nouveaux services. C'est un investissement temporel, certes, qui pose la question du retour sur investissement. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à gagner de lire des articles scientifiques ou d'écouter un chercheur qui fait une présentation. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cet investissement temporel? On va dire ce que je peux conseiller d'expérience, c'est de s'inspirer tout d'abord des collaborations réussies. Je parlais des entreprises en Suède, pour citer Volvo, ou je parlais d'Air Liquide juste avant. Ça peut également être, et j'insiste quand même sur l'idée de cette sensibilisation, de se rendre en colloque et d'écouter les scientifiques parler, ne serait-ce que pour s'inspirer et trouver de nouvelles idées qui vont déboucher sur de nouveaux projets. Ça peut également être d'embaucher un docteur, éventuellement en CIFRE, ou d'avoir recours à des institutions et des cabinets spécialisés, je pense au CNRS Innovation, à la NRT, au SAT ou au PUI. Ça, c'est les conditions pour les entreprises pour réussir la collaboration avec les docteurs. Concernant les conditions pour les docteurs eux-mêmes, je dirais qu'il faut sortir de l'ornière. Sortir de l'ornière en sensibilisant les docteurs aux problématiques des entreprises, notamment en faisant des stages et des alternances. Donc c'est quelque chose qui a été décrié par le passé mais qui commence à infuser de plus en plus. Éventuellement aussi de faire des missions de conseil pour comprendre que l'université n'est pas la seule voie à l'issue d'un doctorat. À ce titre, le rapport de la mission pour la reconnaissance du doctorat qui est tombé la semaine dernière insiste sur justement ces compléments de formation au cours du doctorat, que ce soit les stages ou les alternances en lien avec des entreprises. Et puis il y avait un dispositif qui avait été déjà lancé en 2006 à l'initiative de Valérie Pécresse, qui était le statut de doctorant en conseil, qui consistait à faire des missions d'expertise pendant son doctorat. Donc du côté des docteurs, on pourrait penser à une réforme de la formation doctorale, y compris, je pense, des encadrants, des HDR, en insérant par exemple des professionnels, enfin des managers, des dirigeants d'entreprise dans les comités de suivi de thèse. Donc j'évoquais le rapport de la mission pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société. Ce rapport évoque des passerelles
entre les deux univers. Les passerelles, moi je préfère parler ponts, parce que c'est quand même plus solide. Et c'est des ponts qu'il faut construire par moment, voire consolider, pour que les docteurs aient une place en entreprise. À ce sujet, il y a un rapport de la Fabrique de l'Industrie en 2022 qui aborde très bien comment est-ce qu'on peut rapprocher la sphère, la R&D privée et la R&D publique. Donc en conclusion, les 3 temps ont permis de répondre à la question donc, quelle est la place des docteurs en entreprise et pourquoi les docteurs peuvent être utiles aux entreprises et que peuvent-ils apporter. En rappel des conclusions intermédiaires, premièrement, les chercheurs aident les entreprises à innover en étant les moteurs de l'innovation et de la croissance. Deuxièmement, ils apportent des compétences techniques et des compétences humaines pour rendre crédibles les projets d'innovation pour les entreprises qui veulent innover. Troisièmement, des intermédiaires facilitent la coopération entre les chercheurs et les entreprises en créant des ponts entre ces deux univers. Alors aujourd'hui, on est dans un moment où la course à l'innovation dans un environnement VUCA est féroce et des décisions sont à prendre. Et dans ce cas-là, je pense que les chercheurs peuvent éclairer les décideurs en entreprise pour justement prendre ces décisions stratégiques. Et la question qui se pose en ce moment, hein, c'est la discussion autour du dispositif de crédit impôt recherche. Donc, on parle de suppression du dispositif de crédit impôt recherche, alors que justement le rapport Draghi préconisait d'augmenter les dépenses de R&D pour se faire une place à T+1, T+2, T+3. Voilà, j'en ai terminé. Ben, merci beaucoup, merci à Charles. Ce que j'admire chez lui, c'est son dévouement à une cause. C'est une sorte de croisade, comme on en a connu. Et les précédentes croisades, c'était pour libérer les lieux saints. Sauf que, comme chacun sait, on s'est fait virer à chaque fois. Donc, je dirais que je ne partage pas du tout ces conclusions. Ça tient au fait que nous ne sommes pas du même âge et que les conditions de la recherche ont profondément évolué entre mon époque et la sienne. Alors, je vais essayer de retracer quelles étaient les conditions de la recherche à la mienne et on comparera avec ce que Charles vient de dire. Moi, j'ai fait Polytechnique en 68 et en 70, à ma sortie de l'école, Laurent Schwartz, qui était le professeur d'analyse à l'école, voulait créer un centre de recherche, la Polytechnique, ce qui était complètement nouveau, personne n'en voulait. Et il a essayé de recruter quelques élèves, dont moi, mais c'était extrêmement, comment pourrais-je dire, aléatoire. Il n'y avait pas de poste, etc. Donc moi j'étais payé comme sous-lieutenant, comme tout le monde, quand j'étais élève à l'école. Et quand je suis devenu assistant de Polytechnique, j'étais payé sur la taxe d'apprentissage et j'avais perdu un tiers de mon salaire. Et en plus, le poste n'était absolument pas stable, contrairement à ce qu'on voit maintenant. Alors une fois que j'ai bien expliqué à tout le monde que j'avais perdu énormément de salaire, mais que j'avais voulu faire de la recherche, et donc que je me suis lancé quand même là-dedans, j'explique que néanmoins je roulais en Ferrari, et à ce moment-là, mon interlocuteur comprend que je me fous de lui. Mais c'était, à l'époque, le fait de faire de la recherche était extrêmement aléatoire. En plus, Schwartz était extrêmement élitiste, il avait bien raison de l'être, mais il considérait qu'un chercheur, il fallait qu'il fasse ses preuves en permanence. C'est-à-dire que tous les 2 jours, il disait, beaux amis, ça fait au moins 2 jours qu'il n'a rien publié, ça y est, je le tiens. Ce qui signifiait, je vais pouvoir le foutre dehors. Et le fait est qu'il a foutu dehors la plupart de ses collaborateurs, il y a eu des cas de suicide, on n'a été que 3 à survivre. Alors, l'organisation des choses à l'époque était très différente de ce que Charles décrit. Nous avions ce qu'on appelait, alors à Bac plus 5, ça s'appelait à l'époque, non, c'était pas master, peu importe, DEA, voilà. Après, il y avait la thèse de 3e cycle qui se faisait en 1 an, et après, il y avait le doctorat d'État qui se faisait avec Schwartz en 4-5 ans, et quand on y arrivait, c'était le cimetière assuré, dans la plupart des cas. Donc, une fois qu'on avait le doctorat d'État, on devenait automatique, enfin, on pouvait devenir professeur. Moi, je suis devenu professeur juste à la fin de mon doctorat d'État. La notion de PhD n'existait pas à l'époque, c'est ça que je veux dire. Donc il y avait cette année d'1 an de 3e cycle suivie de la préparation avec une vraie recherche, et la vraie recherche devait se traduire par des vraies publications qui soient honorées par les pairs. Et Schwartz avait faut lui rendre cet hommage, il passait son temps à nous faire rencontrer des mathématiciens de très grande qualité, comme lui-même était très connu. Il faisait venir des étrangers qui venaient en permanence au centre de recherche de l'X et qui passaient son temps à nous demander mais où est-ce que vous en êtes, c'est mauvais, comment ça se fait, etc. Il y avait une pression de la population internationale pour comparer ce que nous faisions, et ça c'est très bien. J'ai toujours dit qu'un chercheur devait être mis en confrontation avec la situation internationale, ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Alors j'ai écrit un article, ça paru dans La Recherche, je le mettrai on peut mettre des liens qui
qui s'appelle exactement le contraire de ce que vient de dire Charles, la déformation par la recherche. Et ça a été publié dans le journal qui s'appelle La Recherche. Alors, moi-même, en tant que professeur d'université, puis ensuite, puisque j'ai quitté l'université en 1995 pour créer cette entreprise, j'ai dirigé en tout 25 thèses. Une grande partie de thèses de doctorat ordinaire, une partie de PhD, une partie de doctorat d'État et un PhD aux États-Unis. Donc je connais assez bien le système et dans l'ensemble, je n'ai pas été satisfait des thésards que j'ai formés, quel que soit leur niveau. Alors pourquoi je n'ai pas été satisfait? Ça rejoint exactement ce que vient de dire Charles. Je n'ai pas été satisfait du tout parce que par définition, le thésard, et c'est pire encore à l'heure actuelle, il voit un sujet de recherche, il s'y cramponne et il ne veut pas s'ouvrir à l'extérieur. Alors quand il va voir les gens, il dit j'ai fait ça. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Quand on va voir les gens, il faut commencer par leur demander quels sont vos emmerdements. Et on va essayer de répondre à ces emmerdements en apportant une technique qui va leur rendre service. Il faut pas, c'est ce que vous disiez tout à l'heure pendant le café, il ne faut pas avoir une démarche où on attend, on propose quelque chose, il faut avoir une démarche dans laquelle on attend que l'autre vienne nous exposer quels sont ses ennuis. C'est comme ça que nous travaillons à la SCM. On passe son temps à demander aux entreprises quelles sont vos difficultés et on s'efforce d'y répondre. Et le thésard, c'est tout l'inverse. Il a été formé à résoudre un problème et il considère que ce problème, c'est le centre du monde et il est incapable de faire quoi que ce soit d'autre. En plus, par définition aussi, il veut être bien payé. Alors il considère qu'il est à bac plus, j'en sais rien, c'est grand N maintenant, et il veut des émoluments qui soient à la portée de ces bacs plus grand N. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, j'ai perdu un tiers de mon salaire, mais j'avais une Ferrari. Ceci dit, ouais, c'est vrai, je n'ai pas de raison de le cacher. Il faut avoir une certaine fortune personnelle dans ces cas-là, sinon c'est difficile. Ce matin, j'ai reçu, on a fait paraître il y a quelques jours une offre d'emploi d'assistante scientifique au PDG qui est censé distribuer nos fiches, etc. Et il y a une fille qui est venue un stage chez nous et qui est venue me voir en disant je voudrais postuler, mais j'ai un bac plus 5. Alors je lui ai dit le salaire est de temps, c'est un salaire de débutant à bac plus 3. Elle me dit moi je veux être bien payé. Ben non, ben, c'est pas possible. Le salaire est commensurable avec l'emploi et pas avec ses formations. En plus, sa formation ne va pas du tout avec l'emploi. Elle a fait des stages sur le traitement des données de ceci et de cela, et moi j'ai besoin d'une assistante qui permette d'envoyer nos fiches et de comprendre ce dont les gens ont besoin. Il y a une part essentielle de contact, de communication là-dedans, qu'elle n'est pas du tout amenée à faire. Donc elle n'est pas venue avec une attitude d'interrogation et d'humilité en disant je vais essayer d'apprendre, j'apprendrai et puis vous me payez ce que vous pouvez. Pas du tout. Je veux un salaire qui soit commensurable avec mon niveau de formation. C'est complètement absurde comme démarche, ça n'a aucune chance d'aboutir. Alors en plus, par définition aussi, les stagiaires, les thésards que j'ai vus étaient incapables de faire la synthèse correctement d'un sujet. Nous, alors je vais reprendre un peu ce que disait Charles à l'instant. La difficulté qu'on rencontre de manière générale, et pas seulement en mathématiques, c'est que plus personne ne sait quel est l'état d'avancement des sciences dans quelque domaine que ce soit. Les gens se gargarisent en permanence avec le mot innovation. Donc plutôt que d'essayer de faire le point sur la validité des techniques qui existent, je vais vous donner dans un instant un exemple concret, mais plutôt que de faire le point sur la validité des techniques, ils essayent d'en inventer de nouvelles. Alors ça galope, et plus personne ne sait où on en est. Et le thésard, par définition, il devrait essayer de faire cette validité, cette validation. Alors je vais vous donner un exemple concret sur lequel nous avons travaillé, c'est celui du traitement de l'image. Traitement de l'image, ça veut dire que vous avez un certain nombre de caméras, patati patata, et avec ces caméras, vous essayez d'en déduire quelque chose, un mouvement, ou diagnostiquer si les sols sont en bon état, enfin, ou si le train avance bien, ou tout ce que vous voulez. Et à l'heure actuelle, il y a plein de dispositifs avec des logiciels qui s'occupent de traitement de l'image, mais personne n'a jamais été capable de les valider. Et pour vous donner un exemple concret, on a travaillé là-dessus. La SNCF se préoccupe de savoir si on peut détecter des obstacles sur un passage à niveau. C'est un vrai sujet, il reste encore 16 000 passages à niveau en France, et on pouvait espérer qu'avec des caméras bien placées, dans l'infrarouge, dans le visible, dans tout ce que vous voulez, on puisse détecter des objets. Ça n'a jamais marché. On a essayé. Et on se heurte à cette difficulté, c'est que l'objet, il est tantôt chaud, tantôt froid, il y a du brouillard, il y a de la pluie, il y a tout ce qu'il bouge ou il ne bouge pas, il est gros, il est petit, c'est une vache, c'est un gosse, enfin tout. Et on n'a jamais réussi. Le principe, c'était d'essayer de détecter l'obstacle et d'informer le conducteur du train 1 kilomètre en amont. Vous voyez, c'est simple comme principe. On n'a jamais réussi à faire ça.
Ce qui fait que la SNCF, à l'heure actuelle, n'équipe toujours pas ses passages à niveau avec des systèmes de traitement de l'image. On a abandonné le pauvre garde-barrière, mais maintenant, il n'y a rien. Donc, il arrive de temps en temps qu'un bus s'engage sur un passage à niveau. Ce n'est pas la faute de la SNCF, c'est la faute du bus. Mais aucun système automatique n'a fonctionné. Et nous avons... Bonjour. Tu lui trouves une chaise? Non, mais il y en a d'autres là. Nous avons sans arrêt, en tant que société de service, on a un contrat avec la RATP sur ce même sujet, de validité des équipements. Les gens, les industriels proposent tout un tas d'équipements, du photovoltaïque, des visions, tout ce que vous voulez, dont personne ne sait s'ils vont fonctionner ou pas. Et là, il y a une innovation en permanence qui consiste à dire, je vais vous mettre alors de la fibre optique, des pseudo-machins trucs, et personne ne sait si ça va fonctionner. À un moment, l'ANDRA nous avait sollicité, c'est l'agence des déchets radioactifs, ils ont un projet de site, CIGEO ça s'appelle, pour le stockage des déchets en profondeur, et le site doit être fermé au bout d'un certain temps, donc il va falloir le surveiller par des moyens automatiques, puisqu'on n'est pas censé y rentrer. Et ils avaient expérimenté un certain nombre de capteurs dont on leur a dit, mais écoutez, vous êtes bien gentils, mais ces capteurs n'ont aucune chance de fonctionner correctement, ils n'ont jamais été testés. Alors les laisser à l'abandon pendant 100 ans, vous n'y pensez pas, c'est du rêve. Donc nous voyons en permanence des tas de sujets comme ceux-là, dans lesquels l'avancement des sciences n'est pas correctement caractérisé. Et les thésards, quel que soit leur niveau, pourraient participer à ça. Mais ils ne font pas ça. Ils continuent à faire de l'innovation, c'est-à-dire à rajouter un segment, un maillon supplémentaire à un truc qui est déjà faible depuis le début. Donc ça n'a pas de chance d'aboutir, si vous voulez. Cette notion de validation que je prône depuis des années, je dirais que grossièrement, elle n'a pas de succès commercialement. La plupart des gens continuent à penser. Alors on en a des succès quand il y a une autorité de sûreté qui dit halte là, vous avez raconté assez de bêtises, maintenant il est temps de vérifier quelque chose. Avec les organismes qui s'appellent de transport, qui s'occupent de transport, il est évident qu'ils font attention. Avec les organismes qui s'occupent de nucléaire, ils font attention aussi. Mais pour tout le reste, vous mettez l'exemple le plus frappant qu'on a pu voir, c'est au Texas en 2021. Il y a eu une énorme panne d'électricité qui a duré 3 jours parce que les éoliennes n'ont pas fonctionné par temps froid. Ouais. Et ça a coûté, selon la presse, une estimation de 300 milliards de dollars, sans compter le nombre de vies perdues parce que les services de sûreté, les services d'urgence n'ont pas fonctionné. Alors, si nous avions été dans la boucle, on aurait dit, ben, écoutez, vos éoliennes, est-ce que vous avez fait fonctionner par temps froid au Canada pour vérifier qu'elles fonctionnaient? Ça n'avait jamais été fait. Ensuite, vous êtes-vous correctement renseigné sur l'historique des températures au Texas? La réponse, jamais. Pourtant, il y a eu des températures plus basses par le passé au cours des 50 dernières années. Pareil pour Fukushima. À Fukushima, il y avait eu des tremblements de terre plus forts que celui qui a eu des tsunamis. Donc les gens ne se renseignent pas, et ils galopent et ils mettent ce qui s'appelle de l'innovation, en l'occurrence des éoliennes au Texas. Et le résultat est catastrophique. Pareil, on a mis ces jours-ci une route soi-disant solaire. Alors ça devait produire de l'électricité, on l'a retiré au bout de 2 ans parce que les panneaux s'étaient désagrégés, etc., etc. Donc on a un problème global, pas seulement en France je crois, mais dans tout l'Occident, de validation des acquis scientifiques. Il est clair que plus personne ne sait où on en est, et c'est du baratin à 99%. C'est-à-dire que l'État est incapable, qui devrait être le maître d'œuvre des choses-là, l'État est incapable de lancer des analyses objectives pour savoir quel est le niveau d'avancement de telle et telle technologie. Ils s'en foutent. Et ensuite, les industriels qui ont besoin d'argent et qui sollicitent, grâce à un crédit d'impôt recherche et tout ça, qui sollicitent des subventions, se précipitent dans la brèche. Si l'État est assez con pour accepter n'importe quoi, pourquoi n'en profiterions-nous pas? On va vendre des panneaux photovoltaïques, on va vendre des détecteurs de machin truc, on va voir si les martiens arrivent ou s'ils débarquent sous terre, n'importe quoi, tout est bon à prendre. Les gens adorent avoir peur, donc vous les persuadez qu'il y a un danger quelque part, et puis vous rassemblez une commission avec 2 ou 3 thésards, et le résultat, c'est qu'il y aura des subventions. Alors, ce n'est pas vraiment de la recherche, évidemment, ça ne débouchera jamais sur rien. Mais le résultat est pitoyable. Donc, il y a un problème, si vous voulez, indépendamment de ce qu'a dit Charles, qui est certainement juste dans l'énumération des façons dont c'est géré, il y a un problème de fond, qui est qu'à l'heure actuelle, plus personne ne sait à quoi sert la science, et de manière globale, vous en êtes certainement témoin, il y a une désaffection de la population à l'égard de la science en général. Les gens en ont peur. Ils en ont de plus en plus peur depuis la guerre.
Ça n'a fait que croître sur les 60 dernières années. Après la guerre, les gens étaient convaincus que l'apport de la science serait bénéfique, qu'on aurait des machines à laver, des bagnoles, etc., etc. Maintenant, ils ont peur de tout, y compris de la radioactivité dont je parlais tout à l'heure, y compris des ondes hertziennes, y compris de la voiture, y compris de la pollution. Tout est source de crainte. Donc à partir de là, c'est aussi une source d'argent. Il y a des tas d'entreprises et des tas de vocations gouvernementales qui jouent sur cette peur-là, qui est d'ailleurs majoritaire dans les décisions du gouvernement, pour récupérer de l'argent, lancer des diatribes, lancer des tâches qui vont être traitées, mais qui ne correspondent à rien, parce que la peur est inexistante. On parlait tout à l'heure de la peur liée à la couche d'ozone et au trou dans la couche d'ozone et aux pluies acides. Il n'y a jamais eu de pluie acide et il n'y a jamais eu de trou dans la couche d'ozone. De temps en temps, la couche d'ozone se modifie naturellement, on ne sait pas pourquoi, puis après elle se dilate, elle se reforme, on s'en fout. C'est pareil avec le climat. Les variations qu'on connaît sont des variations normales, habituelles, et auxquelles la population n'est pour rien. Alors vous pouvez faire semblant de gratter aux arbres et puis de dire que si tous les Chinois se mettent à courir vers l'Est, ça va accélérer la rotation de la Terre, mais la Terre s'en fout globalement. Donc oui, elle freine. On a pensé, la rotation de la Terre a tendance à ralentir. Donc à mon avis, il est urgent de faire galoper tous les Chinois vers l'Est. Voilà. Donc vous avez des tas de peurs comme ça qui sont alimentées par la presse qui aime ça, mais c'est pas seulement la presse. La presse ne fait que rendre compte de l'état d'esprit. Donc vous avez une population qui, globalement, de manière complètement évidente, et tout le monde le sait, est devenue irrationnelle. Les gens ont leurs convictions, ils ne veulent pas sortir de leurs convictions, et le propre d'un thésard, normalement, devrait être une approche rationnelle. C'est-à-dire, monsieur, voilà, madame, voilà les faits, voilà les données, voilà les raisonnements, voilà les conclusions. Mais c'est pas ça. Maintenant, on part d'une conclusion préétablie, et à partir de cette conclusion préétablie, on va construire un modèle en principe mathématique qui va justifier la peur initiale, moyennant quoi on récupère du fric. Voilà comment ça se passe. Voilà. C'est pas conforme à vos espérances, mais c'est conforme à mon propre vécu, voilà. Mais bon, maintenant on va entamer le débat, puis si vous avez des questions, vous êtes libre, il n'y a pas de numéro. Monsieur, allez-y. Moi, je me suis intéressé relativement récemment sur la notion de peau. Peau. Est-ce que peau est une science? Peau, P-O-T, P-E-A-U? P-O. Oui. Parce qu'à un certain moment, on a entendu parler de science peau. Ah, là c'est une abréviation de politique. Oui. Alors, je me suis intéressé comment ça a pu. Ben, c'est une école qui a mal tourné. Il y avait on peut parler de science politique, ou n'importe quoi peut devenir une science. C'est pas la même chose que peau. Non, non. Au moins, ça précise les choses. Mais ça va dans le sens que je dis, c'est-à-dire c'est une école qui a mal tourné parce qu'elle s'est gargarisée avec une idéologie. Oui, mais elle a contaminé l'ENA. Elle a contaminé l'ENA, mais ce que j'écrivais hier à un responsable de Polytechnique, c'est que l'école Polytechnique est dans la même direction. Oui. Ça a été ingurgité par le verdâtre, etc., etc. Enfin, la plupart des écoles, avec très très peu de résistance, se sont laissées contaminer par une idéologie. Et donc, Pardon, allez-y, excusez-moi. La capacité de contredire, est-ce qu'on l'a, le citoyen, le scientifique, on va dire, a les moyens de s'exprimer? Non, il ne l'a pas, mais c'est particulièrement vrai avec les thésards qui sont particulièrement serviles. Ils ont envie de faire carrière, ils ont envie d'avoir de l'argent. Leur poste ou leur crédit, ou le crédit d'impôt recherche, dépend de leur servilité. Et donc, ils sont là, et c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire des modèles qui vont donner raison à l'idéologie initiale. Et dans l'immense majorité des cas, ils ne sont pas capables de réagir. J'ai écrit plusieurs articles là-dessus, évidemment, c'est peine perdue. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais c'était pareil du temps du Troisième Reich. Les gens, à 95%, les scientifiques, donnaient raison à l'idéologie dominante. À l'époque, c'était la pureté de la race, et maintenant, c'est la pureté de l'atmosphère. Mais les idéologies sont les mêmes, et les moyens d'action sont les mêmes. C'est très intéressant de savoir. Pardon, allez-y, excusez-moi. Vous l'aviez payé comment votre Ferrari? Ça vous regarde pas? C'est vous qui en parlez? Ouais, mais c'était sur fond personnel, c'était mon papa, voilà. Ouais, je me souviens, au début, il ne croyait pas que je pouvais faire des études, donc je lui avais dit, si je passe le bac avec telle mention, tu me donnes tant,
avec telle mention, tu me donnes tant. Alors c'était avec mention bien, il m'avait donné pas mal d'argent. Et après, je lui avais dit, si j'y rentre à Polytechnique, combien tu me donnes? Alors là, voilà. C'est ça qui a financé la Ferrari. Hein, mais elle était d'occasion, puis je ne l'ai pas gardée très longtemps, c'était une 250 GT. Ça marchait mal, c'était en panne tout le temps. J'étais obligé de l'emmener chez le garagiste à Évreux parce que c'était le seul compétent pour réparer les Ferrari. Bon, on sort du sujet là. Ah, je sais pas. Y a-t-il une question plus pertinente? Monsieur. Oui, la route solaire de celle de Colonne Royal, tout le Oui. monde savait que ça ne marcherait pas. Les éoliennes, tout le monde sait que ça ne marche pas. Bon, c'est pas de l'incompétence à ce niveau-là, c'est de la corruption, enfin, et plein d'autres Je choses. suis pas sûr, j'appellerais pas ça de la corruption. Je ne connais pas Madame Royal en particulier. Je lui fais crédit du fait que peut-être elle ne s'est pas enrichie à titre personnel. On ne lui a pas donné de l'argent pour qu'elle signe ça. Ah, elle, pas forcément, mais bon, elle, c'est peut-être de l'incompétence, mais les gens qui l'ont conseillé, clairement, ils avaient un intérêt financier dans l'affaire. Pas seulement, pas seulement. Moi j'ai vu des tas de cas, et ça rejoint l'idéologie du Troisième Reich. Les gens sont très contents d'apporter une contribution à l'idéologie populaire. On leur dit qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Ben, ils vont se mettre à genoux et lutter contre le réchauffement climatique, même si ça ne leur rapporte pas d'argent. Mais là, ils ne luttent pas contre un réchauffement climatique, au Ah contraire. ben si, ça va dans le sens. C'était le machin solaire, Et- c'est dans le sens de sauver la planète. Si on veut sauver la planète, au contraire, on milite pour le nucléaire à fond. Mais ça, c'est rationnel. C'est déjà une vue rationnelle. Les gens qui ont mis du solaire, photovoltaïque ou des éoliennes, etc., c'est par conviction personnelle en disant c'est ce qu'on appelle des énergies renouvelables. Moi, j'avais démontré une fois, à l'époque où on travaillait pour le SGDN, que ces énergies-là n'étaient pas plus renouvelables que les autres. Ça utilisait par exemple la rotation de la Terre ou l'énergie qui vient du soleil et patati et patata. Mais vous ne pouvez plus discuter, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est entré dans une phase où toute discussion scientifique devient complètement inutile. Les gens ont des convictions, et leur conviction, c'est il faut construire des éoliennes, il faut construire du photovoltaïque, il faut construire des routes solaires. Et il y a des thésards, il y a plein de thésards qui confortent cette attitude. Alors, je me rappelle avoir fait une fois une conférence, un exposé devant l'école d'ingénieurs de la ville de Paris sur ces thèmes-là. Et je leur avais dit, ça rejoint un peu ce que disait Charles à l'instant, il y a deux choses qu'on attend d'un ingénieur. Ce n'étaient pas des doctorants, c'était des ingénieurs, école d'ingénieurs de la ville de Paris, donc ça dépend de Madame Hidalgo. Il y a deux choses qu'on attend d'un ingénieur, c'est d'abord l'honnêteté intellectuelle, et vous êtes malhonnête, et ensuite la clarté, mais de toute façon vous n'avez rien à craindre parce que personne ne comprend rien à ce que vous dites. Et par conséquent, le second éclipse le premier. Alors, j'ai jamais été réinvité par l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. C'est comme ça. Non, vous êtes dans une situation d'obscurantisme généralisé. Et ce que je déplore, et ça rejoint ce que disait Charles à l'instant, c'est que la communauté scientifique, y compris les jeunes, qui devraient en principe avoir une meilleure, je ne sais pas comment dire, une meilleure résistance intellectuelle, ils ne devraient pas être prisonniers de l'idéologie comme le sont les vieux. Ben, les jeunes s'imprègnent aussi vite, et même peut-être encore plus vite, de l'idéologie dominante, et ça ne les intéresse pas d'en sortir. C'est comme ça. Réagissez. Oui, en préambule sur ma réaction, je vous rejoins sur peut-être la différence d'âge et la différence d'époque. Ça, c'est difficile de nier. Mais c'est un point de départ, je pense, qui est important parce que moi, je suis dans un processus aussi de maturation de ma réflexion vis-à-vis des apports de la science dans les entreprises et à la société de manière plus générale. Je pense que le contexte dans lequel on est aujourd'hui me conduit et devrait conduire les jeunes chercheurs à réfléchir sur je ne vais pas dire la valeur ajoutée, mais sur les impacts qu'ils peuvent avoir pour s'engager d'une manière ou d'une autre. Après, effectivement, ils peuvent être plus ou moins façonnés par le contexte, par leur directeur de recherche, par les institutions. Néanmoins, voilà, je pense qu'aujourd'hui on est dans une période où il faut agir et j'invite les jeunes chercheurs à se poser des questions. Pardon de vous interrompre, avant d'agir, il faudrait peut-être réfléchir. Or, ils ne réfléchissent pas. Ils se précipitent dans l'action parce qu'il y a une idéologie ambiante qui dit « faut agir tout de suite ». Pardon, je vous ai coupé, excusez-moi. Pour un parcours de doctorat qui dure entre 3 et 5 ans, je pense qu'on est quand même sur du temps long aujourd'hui et c'est quand même un temps de réflexion qui est plutôt salvateur, même si effectivement on peut trouver qu'il est un peu court et que c'est déjà d'être dans la réaction. Je me dis que
encore une fois, dans le contexte actuel, ce sont toujours des gens qui ont un peu plus réfléchi au problème, peut-être pas dans sa globalité, peut-être de manière parcellaire ou peut-être avec un éclairage particulier, mais toujours plus qu'une chaîne d'information en continu. Voilà, c'est peut-être là où je voulais en venir. Et c'est ces profils-là qui, s'ils prennent conscience de leur potentiel, peuvent influencer sur à la fois des décisions au niveau entreprise, puisque c'était la thématique de l'intervention aujourd'hui, mais à la fois au niveau politique éventuellement. Voilà, ça Il c'était se laisse l'un des absorber premiers très points. vite par l'idéologie ambiante et il se garde bien de la remettre en question. Je vais vous donner des exemples très concrets. La plupart des fabricants d'automobiles se sont lancés dans le concept de véhicules autonomes. C'était écrit partout, on veut des véhicules autonomes. Et j'ai lu un bouquin de Carlos Ghosn, je ne me rappelle plus le titre, mais il écrit explicitement les vieux ont besoin de véhicules autonomes. Et ça, c'est complètement absurde. Ce dont les vieux ont besoin, c'est quelqu'un qui prend les bagages et qui les met dans le coffre. Ils n'ont pas besoin d'un véhicule autonome du tout, ce qui leur servira à rien. Mais il s'est trouvé personne chez Renault ou Mitsubishi ou Nissan pour contester la parole de Carlos Ghosn qui disait une pareille connerie. Or, il aurait dû y avoir un cénacle, des gens qui réfléchissent, y compris des thésards, et qui fassent l'analyse de à quoi peut servir le véhicule autonome. Mais c'est devenu un dogme. Maintenant, le dogme, c'est il nous faut un véhicule autonome. Et si vous recrutez un thésard, vous allez recruter le thésard pour faire le véhicule autonome, pas pour réfléchir à la pertinence du véhicule autonome. Alors le thésard, il est coincé. Il est peut-être pas idiot, mais en tout cas, il est coincé. Voilà. Effectivement, il est coincé, mais là, encore une fois, on revient sur les alternatives où finalement, si il sort de la sphère académique et qu'il se fait financer ses recherches par du privé, je pense que sa marge de manœuvre est forcément plus, c'est une hypothèse que je fais, est plus réduite qu'un chercheur qui peut être dans le public et je vais pas dire qu'il peut avoir moins de pression parce que ça ce serait utopique, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, très bien. Quand on paye un chercheur dans le privé, c'est si je fais le parallèle avec l'armée avec les baïonnettes intelligentes, c'est qu'on lui demande de réfléchir à un problème de manière intelligente et d'y apporter une solution, on paye pour ça. C'est le contraire. Moi, j'ai cette querelle presque tout le temps avec les entreprises en leur disant, mais écoutez, vous avez des chercheurs, et pour vous, les chercheurs sont censés résoudre vos problèmes en interne et ne jamais communiquer avec l'extérieur. Et ce qui se produit, c'est qu'immanquablement, en l'espace de quelques mois, pas années, mais en quelques mois, les chercheurs deviennent mauvais. Parce que même s'ils étaient intelligents au départ, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Quelquefois, ils n'ont même pas les données de l'entreprise elle-même. J'ai entendu des chercheurs de R&D de EDF se plaindre de ne pas récupérer les données de fonctionnement des centrales nucléaires. C'était fort de café. Mais les chercheurs, donc, sont par définition coupés de l'extérieur et ils ont signé des tas de papiers en disant vous n'allez jamais communiquer avec qui que ce soit. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les colloques, ils ne prennent pas les données de l'entreprise pour les anonymiser et les rendre publiques et discuter avec d'autres, etc. Et la direction générale de l'entreprise dit nous avons nos chercheurs, donc ces chercheurs vont résoudre nos problèmes. Et j'essaie d'expliquer à la direction générale. J'ai écrit un petit bouquin là-dessus que vous pouvez acquérir pour un prix complètement dérisoire. J'ai expliqué dans ce bouquin que la vocation des chercheurs, ce n'était pas de résoudre le problème interne à l'entreprise, c'était de récupérer la connaissance externe pour voir en quoi elle pouvait s'appliquer. Donc ils devraient être toute la journée par monts et par vaux, en rencontrant d'autres chercheurs et discuter avec eux. Mais ça leur est interdit. Structurellement, dans leur statut, ça leur est interdit. La direction générale n'a jamais compris quel était, et c'est la faute de la direction générale, n'a jamais compris quel était l'usage réel du chercheur. Elle voit qu'il est cantonné. Nous avons nos chercheurs qui sont censés résoudre nos problèmes. Et ça ne marche jamais. Le chercheur devient mauvais, mais en plus, il ne le sait pas. Il dit, je suis le chercheur de telle et telle grande entreprise. Donc c'est comme du style, je suis le meilleur violoniste du 111 Faubourg Saint-Honoré. Ça va pas très loin, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On est très vite convaincu qu'on est un grand chercheur parce qu'on est chercheur chez Shell, chez Total, chez EDF, chez n'importe quoi. Ils deviennent très vite arrogants et on ne peut pas leur parler. Alors le principe aussi, c'est qu'il y a un mauvais usage de la thèse pour beaucoup d'entreprises qui n'ont absolument pas compris ce que c'était que la recherche. Pour eux, un chercheur va être là pour essayer de faire de la veille technologique et récupérer des trucs qui pourraient être utiles à l'entreprise. Il n'y a plus de notion de recherche, c'est juste de la veille. Et alors, souvent, il y a une co-tutelle avec un laboratoire académique, et là, c'est pire encore parce que le laboratoire académique n'a pas la moindre connaissance des besoins de l'entreprise et ne veut pas les connaître. Pour le laboratoire académique, la thèse en question, c'est un thésard de plus qui va venir grossir
la liste des inscrits dans le labo, et puis ça rapportera un peu d'argent, parce qu'il y a une subvention qui va avec. Mais le patron de thèse, académique je veux dire, ne se soucie absolument pas, ça c'est 99,9%, ne se soucie absolument pas du besoin de l'entreprise. Donc l'entreprise n'est pas foutue de décliner son besoin en des termes utilisables, et le patron académique s'en fout, ce qui fait que le pauvre thésard qui est coincé entre les deux, et en général, il n'arrive à rien. Dans le meilleur des cas, il ne se suicide pas, mais ça ne va pas bien loin. C'est pas ça de la recherche. Pour moi, la recherche, c'est par définition essayer de s'intéresser à un domaine qui est nouveau et de l'explorer correctement. Je vais vous donner un exemple de domaine qui est nouveau et qui est mal exploré. Le périmètre d'une ellipse, on ne sait pas le calculer. Donc il y aurait de la recherche à faire pour mieux calculer le périmètre d'une ellipse. Alors ça, c'est de la provocation. Je ne trouverai pas de financement pour calculer le périmètre. Et il existe des moyens, enfin, ça s'interprète sous la forme d'une intégrale elliptique. Mais il n'existe pas de formule explicite comme il y a une formule pour le cercle. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe C'est pas. pas exprimable en fonction des fonctions élémentaires. Ça ne s'exprime pas de manière explicite, ça s'exprime par une intégrale qu'on peut résoudre numériquement. Il y a effectivement quelques formules avec des développements limités. Ah oui, oui, il y a tout un tas de trucs, on sait le calculer de manière numérique. Mais c'est pas exprimable en fonction des fonctions élémentaires. Voilà, c'est ça. Mais la nature sait le faire, par exemple, elle sait calculer le périmètre d'une ellipse. Vous gonflez l'ellipse, et l'ellipse va se transformer en un cercle, un périmètre constant. Vous imaginez que le périmètre, c'est une ficelle ou une chaîne de moto, donc indéformable, déformable mais que vous ne pouvez pas allonger, et vous pouvez gonfler l'ellipse, et on démontre facilement que quand vous l'avez gonflé, ça devient un cercle au maximum. Donc un périmètre, la nature sait déformer une ellipse pour qu'elle devienne un cercle en gardant le même périmètre. Mais en mathématiques, on ne sait pas faire ça. Voilà un thème de réflexion qui découle d'Archimède, du reste. Mais je ne proposerai pas ça à un thésard ni à Air Liquide, évidemment. Ils vont me dire le périmètre d'une ellipse, on s'en fout. Bon, moi, je ne me soucie pas, quoi. C'est peut-être là où justement il y a les Mais ça, c'est de la promo que j'ai fait ça exprès. C'est pas si éloigné. Enfin, moi, je le vois au quotidien. Justement, les problématiques de ce que j'appelle recherche fondamentale sont parfois éloignées des problématiques des entreprises. Ah oui. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple d'Air Liquide, même si vous le trouvez discutable, de dire que la compréhension des phénomènes permet derrière d'aboutir à des solutions techniques et opérationnelles. Ils veulent pas. Ils veulent quelque Voilà. chose. On a une immense C'est expérience ça. sur la question en 30 ans de pratique. Ils veulent quelque chose qui sorte immédiatement. C'est pour demain matin qu'il nous faut un logiciel. Ça, je vous rejoins. Oui. Ça, je vous rejoins là-dessus sur ce côté impératif et peut-être sur l'incapacité à repenser du temps long dans les stratégies industrielles qui impliquent de remettre les chercheurs en avant. Et là, rien que pour une thèse, on parle de 3 à 5 ans. Moi, j'ai une expérience très simple que résultat. je peux vous décrire en 3 mots avec un transporteur qui s'appelle CMA-CGM sur l'agencement des containers dans les soutes d'un porte-container. Il y a un très grand nombre de containers, de l'ordre de 10 000, 20 000, 30 000, etc. C'est un problème de recherche opérationnelle. Il faut ranger les containers avec des tas de contraintes. Et ils utilisent un logiciel qui ne marche pas, et ils nous ont demandé de reviewer le logiciel. On a dit, il ne marche pas, nanani, nananer. On leur a dit, il faudrait s'y prendre autrement, mais il faudrait nous laisser un peu de temps. Et ils ne veulent pas. Ils veulent un logiciel qui fonctionne instantanément et qui leur donne à T0 plus epsilon l'agencement des containers. On a dit, on aurait fait ça depuis longtemps, vous auriez votre truc et ça serait fini depuis longtemps. Mais ils ne veulent pas. Pourtant, les coûts pour un organisme, comme pour une entreprise comme CMA-CGM, ça serait infime, ça serait quelques milliers d'euros, alors qu'ils ont 25 milliards d'euros de bénéfices, ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas une question d'argent, c'est juste qu'ils veulent un truc qui s'appelle sur étagère, voilà, par définition. C'est peut-être une question de ne pas vouloir l'avouer, qui ne savent pas, qui ne veulent pas. C'est pas des intellectuels, c'est des Libanais, ils ont l'habitude du commerce, ils font ça très bien, ils gagnent beaucoup d'argent en transportant des containers. C'est pas eux qui vont favoriser Léonard de Vinci, c'est clair. Ça. Mais on ne peut pas leur reprocher, c'est pas leur métier. Mais ils ont sûrement plein de thésards. Bon, j'ai parlé avec une dame de chez eux il n'y a pas longtemps sur un autre sujet. Ah oui, c'était la gestion des containers vides. Donc on leur a fait une proposition, ils ont dit non, on va faire un partenariat avec Google. Je leur ai dit, mais enfin Google, c'est pas des scientifiques, pourquoi vous ne demandez pas à des mathématiciens dont c'est le métier? Ben non, ils veulent quelque chose de gros, alors ils vont faire un partenariat avec Google. En quoi est-ce que Google peut les aider dans la gestion des containers vides? J'en sais rien. Je n'y comprends rien, mais c'est une démarche absurde par principe. Voilà.
Sauf que Google est gros et nous sommes petits, donc ils veulent des gros. C'est simple. Ça ne se discute pas, ça, vous pouvez pas. C'est ce que disait Laurent Schwartz, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc l'âne en question ne boira jamais de la recherche fondamentale. Ça ne les intéresse pas par principe. Et on ne peut pas les... Alors j'ai parlé à des gens aussi, ils me disent tout le temps, les actionnaires veulent que... Mais c'est pas vrai, les actionnaires s'en foutent. Et si on disait aux actionnaires, vous aurez une bien meilleure situation dans un an, probablement les actionnaires seraient contents. Mais l'idée selon laquelle les actionnaires doivent réagir du jour au lendemain, elle est profondément ancrée dans l'idée des opérationnels. Alors ils se replient derrière les actionnaires. Je ne crois pas que les actionnaires soient stupides, je ne crois pas que les gens soient stupides. Mais ils ont leur idéologie, et cette idéologie ne permet pas de faire de la recherche de bonne qualité. Elle se dirige vers de l'innovation qui, en général, c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Alors, plus c'est dans l'air du temps, et plus ça passe, puisque ça va attirer les subventions. Mais pas seulement des subventions, vous allez lire dans les journaux, dans la recherche, dans Le Monde, etc. Tel machin a construit, alors on parlait tout à l'heure de la route solaire, et Ségolène Royal, qui est une dame politique, est venue l'inaugurer. Donc elle aurait pu se renseigner en disant c'est de la connerie. Et puis il existait dans le temps, je ne sais pas si ça existe encore, un conseil d'aide à la décision pour les politiques. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais le Parlement avait un conseil scientifique. Et ces gens-là étaient censés donner un avis sur des projets comme celui-là, mais ça a complètement disparu. Pardon, j'ai été trop long, excusez-moi. Non, si je me souviens bien, c'est Cédric Villani, lorsque Oui. vous aviez échangé, qui avait présenté cet organisme dont j'ai oublié le nom également, Oui. mais oui, il y avait... Il a disparu, Villani, et l'organisme aussi probablement a disparu. Le Villani aurait pu jouer un rôle beaucoup plus important qu'il n'a joué, mais on a eu ce débat il y a quelque temps, et il s'était mis à me parler de biodiversité, alors que j'attendais qu'il parle de ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Donc la part de la communauté scientifique n'est pas négligeable, et la responsabilité de la communauté scientifique n'est pas négligeable. Il y a un certain nombre de gens qui auraient pu agir, dont Villani. C'était le cas de Pierre-Gilles de Gênes, mais il est mort. Lui, il essayait de résister. Et dans la plupart des cas, c'est ce qu'on a vu pendant le Troisième Reich, les scientifiques suivent correctement l'idéologie ambiante et ils en rajoutent. C'est un truc un peu triste, mais c'est comme ça. Alors là-dessus, je vais peut-être me transformer en intervieweur, mais enfin, moi, c'est une des pierres angulaires de de ma jeune réflexion, et ça permet de rebondir sur l'histoire de la couche d'ozone qui vous a justement fait bondir tout à l'heure. Moi, je me dis, on est obligé de faire confiance à des communautés scientifiques, parce que sinon, à qui faire confiance et comment distinguer la connaissance fiable du bruit et de la fake news, de ceux qui voudraient se glisser dans les interstices ou dans les manques de connaissances. Enfin, voilà. Moi, c'est une vraie question. À qui se fier si c'est pas aux communautés scientifiques, si on leur reconnaît une certaine légitimité, et garder peut-être le débat en interne de la communauté scientifique tant qu'il n'y a pas un consensus. Mais tous les consensus par le passé ont reposé sur des idées fausses. On a cru pendant une éternité que la Terre était immobile et que le Soleil tournait autour. Et cette mystification a duré 1800 ans entre Aristarque de Samos et Copernic. En plus, il y a eu ensuite mystification sur tout un tas de sujets. À chaque fois, les communautés scientifiques sont unanimes à dire nous sommes dans le vrai, nous savons tout, et tout ce qui sort de cette communauté doit être banni. Mais à chaque fois, c'est ce que dit Max Planck, une vérité nouvelle en science prend un certain temps pour s'établir. Et il faut que les chercheurs meurent et qu'ils soient remplacés par la nouvelle. C'est écrit sur notre frigidaire. Ouais. Donc, la consensus en science est par définition une marque d'aveuglement. Vous pouvez être sûr que si les gens sont d'accord sur quelque chose, c'est une connerie. Ça, il n'y a pas d'exception. Et si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de contre-exemple à cette assertion-là. Donc, chaque vérité admise devrait être remise en cause. Alors, dans la plupart des cas, la démarche scientifique, ça vise à recueillir des données et à exploiter ces données. Et on commence maintenant. Alors, vous allez me dire, les données sont souvent manipulées et manipulées de manière malhonnête. Mais on arrive quand même, sur un certain nombre de sujets, à récupérer un certain nombre de données sur le climat, sur la végétation, sur la population, etc. Et se faire des idées qui sont relativement saines. Alors, il faut exploiter ces données de la manière la plus pertinente possible, mais à chaque fois qu'on le fait, on s'aperçoit que ça remet en cause les conclusions. Je vais vous donner un exemple que je ne connais pas du tout, c'est celui des populations. On a déclaré il n'y a pas longtemps qu'on allait tous être submergés par la croissance exponentielle de la population mondiale
et qu'on ne saurait pas que la Terre allait être submergée parce que l'humanité allait bourgeonner et faire plein de gosses et que ça allait déborder de partout. Et maintenant, on s'aperçoit qu'en vérité, la population mondiale décroît. Voilà, c'est des chiffres récents. Si, elle décroît. Pas du Et tout en Afrique. globalement, elle décroît. Voilà, la somme totale, le sigma décroît, et bien entendu beaucoup plus fort dans les pays d'Europe. Et dans certains cas, on est en dessous du taux de renouvellement. Alors, je réserve mes commentaires là-dessus parce que je ne connais pas bien le sujet, mais j'ai lu à plusieurs reprises que la population mondiale avait tendance à décroître. Donc, on ne risque pas la saturation. Néanmoins, alors comment reconstitue-t-on la population par le passé, pourquoi croît-elle, etc. C'est des sujets tout à fait intéressants. Essayer de comprendre dans quelles conditions ça va se stabiliser, c'est un sujet de recherche sur lequel il ne doit pas y avoir de consensus, vous voyez. Il me semble qu'il y a le modèle de la transition démographique de North dans les années 70, si je ne me trompe pas. Il y a plein de modèles sur tout, mon pauvre, c'est ça que je leur reproche. Vous pouvez faire un modèle sur n'importe quoi. Moi, je vous fais un modèle sur la façon de traverser la route. Il semblait justement solide, et si je veux... Mais ils semblent tous solides, c'est bourré d'équations différentielles. Alors, ils semblent tous solides, c'est pas le problème. Le problème, c'est que vous pouvez annoncer n'importe quoi à partir d'un modèle. Moi, je passe mon temps en juger de ces modèles. On a un certain nombre de contrats qui sont là-dessus. Ça s'appelle due diligence. On nous demande l'analyse critique de tel et tel truc. Donc n'importe qui peut faire un modèle, mais quelle est la validité de ce modèle? Il faudrait d'ailleurs essayer de faire comprendre aux gens qu'un modèle n'est pas la réalité. Si un général veut franchir une rue, une rivière, il ne va pas regarder un tableau comme celui-là en disant, ben voilà, cette rivière-là, elle n'a pas l'air très profonde. C'est ukrainien, ces tableaux, si ça vous intéresse. Parce que j'ai une collaboration avec Donetsk par le passé. Donc j'ai rapporté ces tableaux qui sont très beaux. Mais ça ne suffira pas à un général pour dire j'ai le droit de traverser la rivière. Il n'est pas assez, on n'a pas d'informations sur la profondeur, la largeur, la vase et tout ce que vous voulez. Ben, un modèle, c'est ça. Par définition, un modèle retranscrit la connaissance que vous avez du sujet. Ça n'est pas la connaissance réelle, c'est la connaissance apparente. Donc il ne faut pas lui faire confiance, il faut essayer de le valider. C'est très bien d'avoir un modèle, moi je suis pour. Mais après, il faut essayer de le valider, le faire fonctionner sur des données anciennes, voir ce qu'il a prédit sur les données anciennes par rapport aux données actuelles, et nanani et nanana. Et ça, c'est jamais fait, ça. Nous passons notre temps à proposer cette validation. En disant, ben voilà, vous avez pas seulement dans le domaine financier, mais pour le reste, vous avez tel modèle. Avez-vous fait tourner ce modèle sur les données de telle année pour vérifier qu'il fonctionnait bien, qu'il allait prévoir ce qui s'était réellement... Ah non, on n'a pas fait ça parce que de toute façon, on a confiance dans le modèle, ça a été validé par tel et tel organisme, et puis il y a des publications sur le sujet. On est sûr... Mais en fait, en vérité, ils ont la flemme, c'est simple. Et puis ça remettrait en cause les investissements qu'ils ont payés, consentis, pour favoriser le modèle. Donc je suis très pessimiste par rapport à vous, mais c'est une question d'âge aussi. Alors, vous n'êtes pas à l'aise avec la notion du coup de noyau dur, enfin en épistémologie, si je me Moi trompe si pas. je suis à l'aise, c'est une pure connerie, donc je vais acheter bon, voilà. Voilà. Enfin, du noyau dur de la cathos, où justement pour pouvoir remettre en cause ce noyau dur, et c'est là où je disais, il faut peut-être pas qu'il faut que ça reste en interne de la communauté scientifique. Surtout pas, les gens sont malhonnêtes. Est-ce que vous auriez envie de dire, au moment du Troisième Reich, les doctrines sur la pureté de la race doivent rester internes à la communauté scientifique? Bah, a posteriori, c'était quand même gonflé. Ils ont un peu abusé avec la doctrine de la pureté de la race. Excusez-moi, heureusement, il y a eu Nuremberg après. Oui, bon, le sujet, je m'y attaquerai pas, en tout cas pas celui-là. Voilà, vous faites bien. Ouais. Non, vous voyez l'idée, moi, la question. Non, je ne suis pas d'accord du tout. À partir du moment où il y a consensus, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir blocage. C'est-à-dire que les gens à l'intérieur du consensus vont faire tout ce qu'il va falloir pour repousser toute vision externe. Oui, monsieur, allez-y. Pardon, je parle Et le trop. concept recherche opérationnelle, est-ce que ça a un sens scientifique? Enfin, ça veut dire que c'est sous des contraintes dont le temps est une contrainte impérative, mais pas que. C'est une très belle branche des mathématiques, la recherche opérationnelle. C'est né avec l'initiative de la reine Didon, quand on a créé Carthage, et s'était fait donner un lopin de terre, et elle avait dit, vous me donnez un lopin de terre qui puisse être recouvert par une peau de bœuf. Alors les latins avaient dit, ouais, pas de problème, c'est tout petit, sauf qu'elle était très maligne, elle avait découpé la peau de bœuf en petites lanières, elle avait fait un énorme lacet, et elle avait pris une terre qui était englobée par le lacet, non pas couverte, mais englobée. Donc c'était de la recherche opérationnelle avant la lettre, et mes collègues en mathématiques
sont très fiers de l'origine de la reine Didon, sauf que ça résulte seulement de la rouerie de la reine Didon, de son astuce, et pas des mathématiques qu'il y a derrière. Alors depuis, la recherche opérationnelle, ça a été mis en œuvre à de nombreuses reprises. L'une des plus frappantes, ça a été la mise en place des radars sur la côte anglaise pour avoir la meilleure couverture possible au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et ça avait donné d'assez bons résultats. Mais globalement, on peut dire que c'est l'une des disciplines où les mathématiques échouent le plus, parce que les contraintes sont si compliquées qu'on n'arrive pas en général à les modéliser. Alors évidemment, les équipes qui s'occupent de ça vont dire nous savons tout, mais en pratique, c'est pas vrai. Nous voyons en permanence des échecs de la recherche opérationnelle. Mais c'est un sujet d'intérêt et un sujet de recherche qui serait extrêmement intéressant. En particulier la recherche opérationnelle sous contrainte avec des incertitudes sur les données. Parce que grossièrement, je vais encore rajouter un mot, si en recherche opérationnelle, quand vous obtenez un optimum, il dépend de manière critique des données. Et quand vous faites un tout petit changement de l'une des données, ça peut vous envoyer à l'infini votre optimum. Il peut changer complètement. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir quelque chose de stable, surtout qu'en général, on ne connaît pas vraiment les données. Pardon, j'ai été trop long. Excusez-moi. Monsieur, allez-y. Comment vous expliquez cette anomalie française qu'il y a par rapport à la reconnaissance du doctorat, qui reste quand même le diplôme le plus ancien? Il y avait des docteurs avant qu'il y ait des bacheliers. Et ce problème-là, il n'existe pas en Allemagne, il n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Ouais, il y a quelques pistes qui ressortent. La première, c'est que nous, on a un système de grande école qui n'est pas forcément présent dans d'autres pays à l'étranger. Et du coup, il y a une concurrence en termes de formation entre les grandes écoles et le doctorat. On va parler pour la partie école de commerce par exemple. Un diplôme d'école de commerce à Bac+5 dans une école de commerce prestigieuse va passer devant en termes d'image de marque et de reconnaissance par rapport au doctorat, alors que dans d'autres pays, alors il y a des pays où il y a ces écoles de commerce, hein, donc ça supprime pas le problème pour autant. Néanmoins, en France, c'est vraiment ancré. L'école de commerce, école d'ingénieur également, où le titre d'ingénieur prime beaucoup plus que le titre de doctorat. Je pense qu'il y a déjà cette concurrence en termes de formation, d'une part, et d'autre part, probablement une méconnaissance de ce qu'est la recherche. Ce que je disais tout à l'heure, la recherche en tant que processus de création de connaissances, et même la science en termes de stock de connaissances. Et là, il y a un sondage qui est tombé sur, ça a été mené par l'IFOP, et peut-être que Bernard pourra revenir sur la méthode de ces organismes de sondage. Mais il disait que la France, à l'issue de la crise Covid, avait perdu confiance en la science plus que les autres pays européens. Donc je pense qu'il y a une part concurrence des autres formations et d'autre part méconnaissance de ce qu'est la science et de ce qu'est le processus de recherche plus en France que dans les pays environnants. Voilà, ça peut être ces deux axes qui font qu'il y a une forme de désamour du doctorat par rapport aux autres formations qui sont proposées en France. Alors elle a perdu confiance en la science ou elle a perdu confiance en ce que le bain médiatique présente comme de la science? Bah, C'est qui est souvent du scientisme. C'est effectivement une vraie question et c'est pour ça qu'on a eu une petite passe d'armes à l'instant sur qu'est-ce qu'on peut remettre en cause dans les sciences ou pas, parce que je me dis si les chaînes d'information en continu peuvent remettre en cause les noyaux durs des consensus scientifiques et un kidam peut venir faire voler en éclats 100 années de recherche, je pense que ça a contribué en ce désamour de la science et de la parole des scientifiques, où les débats étaient organisés plus comme un combat de coq que comme un débat scientifique construit qui, par définition, prend également du temps. Donc il y a eu ce simulacre de débat scientifique qui a contribué à la perte de confiance des Français envers la science. Je ne peux qu'abonder dans ce que Charles vient de dire. Moi, j'ai eu les documents, les informations suivantes. À Polytechnique, quelqu'un qui sort de Polytechnique sans doctorat gagne plus que quelqu'un qui sort de Polytechnique avec doctorat. Le doctorat est considéré comme une circonstance aggravante qui ne fait que diminuer le salaire. Les gens ont moins de chances d'être recrutés. Second point, la confiance en la science, elle est perdue depuis bien plus longtemps que le Covid, mais il s'est avéré que lors de l'épisode du Covid, les scientifiques ont presque tous, presque unanimité,
pris une position en expliquant que c'était une épidémie extrêmement dangereuse. Et quand les gens se sont rendus compte que c'était de la connerie, eh ben, ils ont perdu confiance dans cette modélisation-là. Mais ce n'était pas nouveau. Henri Ngo, dont je parlais tout à l'heure, a fait la même chose sur la radioactivité, etc. À un moment où on avait dit, il y avait tas de modèles qui disaient que le sida avait tué des centaines de milliers de personnes. Et après, on s'est rendu compte que le sida avait tué 500 personnes. Enfin, je ne me rappelle plus les chiffres, mais c'était infime. Donc les scientifiques passent leur temps à faire peur, ça fait longtemps de ça. Le Covid a été je ne sais pas comment dire, la manifestation la plus évidente, mais là les gens se sont rendus compte très vite qu'on s'était foutu d'eux, alors qu'avant ils s'en étaient pas aussi clairement rendus compte. Voilà. Donc ça, je crois que ça a été un basculement quand même. C'est pas une perte de confiance en la science, c'est une perte de confiance dans une idéologie qui là est largement manipulée par l'argent, c'est clair, ça, les vaccins, etc. Mais ils ont leurs scientifiques dans les laboratoires qui font ça. Mais il y a une prise de conscience de la population. Il y a eu plein de bouquins qui ont été écrits, la Perron, etc. Raoult et bien d'autres qui ont écrit des bouquins, et ces bouquins se sont bien vendus, et ils ont été lus, etc. Donc les gens ont compris qu'on s'était foutu d'eux. Je crois que c'est la première fois que la population a pris conscience. Avant, on parlait de la couche d'ozone et tout ça, et les gens n'avaient pas compris qu'on s'était foutu d'eux. Il y avait plein de périls. Il y a eu aussi le péril de l'an 2000, le bug de l'an 2000 que j'ai vécu. Là. Les informaticiens ont réussi à faire croire que tous les ascenseurs allaient se bloquer au 31 décembre 1999. Et ils ont récupéré plein de fric pour ça, etc. etc. Donc, alors le plus beau que j'ai vu, mais je n'ai pas abusé quand même, c'était, comment il s'appelle, Flammarion, qui avait décrit l'arrivée de la comète de Halley. Et la comète de Halley, il a écrit un texte fantastique en expliquant que la comète, dans son nuage, allait englober la Terre et qu'il y aurait des périls mortels. Le texte est magnifique, c'est un français extraordinaire, il est sur notre site web. Et à la suite de ça, il y a des gens qui se sont suicidés. Voilà, vous voyez, et là, il avait recommandé aussi qu'on ferme les volets. Donc il avait recommandé le maintien en conditions fermées. Quoi. Voilà. Donc c'est Patrick Flammarion, qui est un astronome très connu. Le français est magnifique, c'est un très beau texte. Il avait réussi à faire peur à tout le monde. Et après, il avait rajouté, pour faire encore plus peur, mais non, n'ayez pas peur, de toute façon, on ne risque rien. Alors les gens ont lu ça, ils ont eu encore plus peur. Oui, monsieur. Vous aviez dit tout à l'heure, regretter le fait que les thésards se lançaient aujourd'hui dans la recherche pour faire carrière et pour gagner de l'argent. Et on a dit à l'instant que c'était pas le plus malin de faire un doctorat quand on sortait de l'école d'ingénieur. Oui. Du coup, où est le vrai là-dedans? Où est la... Je crois que la plupart des gens, enfin, à la sortie de Polytechnique, il ne doit plus y avoir tellement de chercheurs à l'heure actuelle, mais ils font autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils se mettent dans la finance. Je ne sais pas bien ce qu'ils font, c'est pas clair. Et dans le futur des écoles d'ingénieurs, il y a aussi très peu de recherche. Donc la recherche est essentiellement faite. Je ne suis pas bien convaincu, il faudrait que Charles dise les filières. Je crois que ça vient surtout de l'université. Voilà. Oui, sur les sciences de l'ingénieur, justement, le rapport que je citais tout à l'heure, les sciences de l'ingénieur sont celles qui, on va dire, qui bénéficient le plus du doctorat. On va dire où le doctorat a un effet moins négatif que dans Et d'autres... d'où viennent-ils des écoles d'ingénieurs ou de l'université? Des écoles d'ingénieurs qui poursuivent en doctorat. Oui. C'est l'une des conclusions de ce rapport, c'est-à-dire que les sciences de l'ingénieur pâtissent moins de la Ah oui, c'est par rapport aux autres. Oui. Voilà, mais par exemple, exactement. si vous prenez 100 chercheurs en sciences, quelle est leur origine? Est-ce que c'est une origine académique ou une origine d'école d'ingénieurs? Ça va dépendre des sous-sciences, enfin des sous-disciplines en sciences. Il va y avoir c'est pour ça. Après, ce qui est sûr, c'est qu'en sciences d'ingénieur, l'insertion des docteurs en sciences d'ingénieur est meilleure que si on reste en sciences, j'ai envie de dire sciences exactes, mais on pourrait discuter de la distinction, meilleure qu'en biologie ou qu'en mathématiques, pour prendre deux autres sciences dans le domaine des sciences dites exactes, qui sont par opposition aux sciences humaines et sociales. Donc sciences de l'ingénieur égale meilleure insertion pro que doctorat en mathématiques ou qu'en biologie. Est-ce qu'un ingénieur docteur en sortie de doctorat et qui va être embauché à l'université ou en entreprise gagne mieux sa vie qu'un ingénieur qui va faire de la finance en sortie Oh, vous plaisantez en posant la C'est question. incomparable. J'aime bien faire de la provocation. Ok, vous êtes bienvenu. Ouais, je peux pas vraiment répondre. Il y a trop de paramètres différents là, en termes de choix de carrière. On pourrait se poser la question, est-ce qu'un ingénieur issu d'école d'ingénieur qui a obtenu un doctorat
est mieux ou moins bien payé qu'un ingénieur qui n'a pas issu d'école d'ingénieur, qui n'a pas de doctorat et qui va également dans le privé. Là, je pense qu'on pourrait comparer. Là, j'ai donné la réponse pour Polytechnique. Et je l'avais lu quelque part dans les journaux de Oui, Polytechnique. pardon, en plus vous l'avez dit. Oui, voilà. Donc Pour là, les autres, là, je on sais peut, pas. là, on peut, après, si un ingénieur issu d'école d'ingénieur va travailler dans la finance, VS, un ingénieur qui a un doctorat va travailler à l'université, c'est deux voies trop différentes pour être comparables. Pour ma discipline, les choses sont particulières en ce sens qu'il y a très peu de mathématiciens maintenant qui vont dans l'entreprise, ça n'existe pratiquement pas. Et dans la plupart des cas, nous avons une discipline qui est presque exclusivement absorbée par l'enseignement. Et il y a beaucoup de besoins en enseignement. Donc quelqu'un qui a un grade en mathématiques, il peut enseigner, mais en général, c'est ça qu'il fait. Donc la part des mathématiciens qui vont vers le privé, enfin vers l'utilisation sociale des mathématiques, est pratiquement négligeable à l'heure actuelle. Ils ne sont pas formés pour ça. Je le regrette, je m'en suis offusqué à plusieurs reprises, mais c'est comme ça. On est une discipline dans laquelle il y a un grand besoin d'enseignement, puisque les mathématiques sont obligatoires à tous les niveaux, et ça absorbe la plupart des gens qui sortent, de gré ou de force. Moi-même, quand j'ai fait ma thèse de doctorat avec Schwartz, je me suis retrouvé comme prof de fac. Ce n'était pas du tout mon goût, et j'ai mis du temps à en sortir. Mais la débouché obligatoire du point de vue de Schwartz, c'était que je prenne le premier poste de professeur vacant. J'ai réussi à résister 1 an. Le premier poste était à Saint-Étienne, et je n'avais pas envie d'aller à Saint-Étienne. Donc j'ai réussi à trembler pendant, il restait 1 an de plus à l'X, au centre de maths. Et après, il y avait un poste à Lyon où j'ai été, et puis je me suis cassé les pieds pendant 16 ans avant de quitter. Voilà. Mais c'était obligatoire, quand on faisait une thèse de doctorat, de devenir professeur d'université. Il ne venait même pas à l'idée qu'on pouvait faire autre chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est un bien ou si c'est un mal, mais enfin, on bénéficie d'une qualité un besoin social qui absorbe la plupart des gens qui font des mathématiques. Il est lié à l'enseignement. C'est comme ça. Si je peux poursuivre la question, donc si les thésards ne vont pas en thèse pour faire de l'argent, pourquoi ils y vont parce que vous avez dit qu'on avait beaucoup de dogmes au niveau des thésards, ce qui m'inquiète un peu. Pourquoi dans ce cas les thésards iraient là-bas, si ce n'est pas pour mettre en question des choses qui penseraient dogmatiques justement? Oh ben ça, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas plus conventionnel qu'un thésard. Alors ça, je n'avais jamais vu ça. Au contraire, ils cherchent une espèce de reconnaissance sociale en disant j'ai un grade de plus que les autres. Mais ils ne veulent rien remettre en cause, c'est pas possible ça. En plus, s'ils remettaient quelque chose en cause, ça remettrait en cause leur propre formation. Alors ça, c'est épouvantable. Il n'y a pas plus conservateur qu'un thésard, il n'y a pas plus conservateur qu'un chercheur en entreprise. Vous lui dites, on va aborder, nous voyons ça en permanence en disant, il faut mettre peut-être quelques méthodes probabilistes, mais ils ne veulent pas, parce que ça remet en cause leur formation, leur certitude, même leur existence. Donc un thésard, c'est un type qui a fait quelque chose sur un sujet précis, et lui dit, ah, monsieur, l'approche que vous avez de ce sujet précis, elle n'est peut-être pas très bonne, il ne veut pas par définition. Il n'a même pas fini de se former, il a peur que son job disparaisse. La chose les plus épouvantable, c'est qu'on résolve le problème sur lequel il travaille. C'est pas possible, ça. Je rejoins Bernard sur le côté. Ah, ça c'est dommage. On va finir par fraterniser. Je sais pas, en tout cas, c'est un constat partagé sur le côté conservateur de l'université. Moi, j'ai été assez saisi et c'est pour ça que aujourd'hui je parle de recherche et innovation. Enfin, en tout cas, j'ai appelé ma structure comme ça. J'ai été saisi par une forme de conservatisme à l'université où justement, si on veut sortir des codes, c'est très compliqué de proposer autre chose sur le format, sur le fond, sur la manière de communiquer ou sur ce qu'il faut faire ou pas faire. J'ai trouvé ça assez compliqué, effectivement. Au-delà du sujet en lui-même, hein, j'ai trouvé ça assez compliqué. Donc pour ça je rejoins Bernard. Aïe. Sur les motivations, en revanche, je pense qu'elles sont plurielles. Il y a, effectivement, je pense pas que l'argent ou le pécunier soit je suis d'accord une motivation. Je dirais qu'il y a, quoi qu'on en dise, quand même une forme de naïveté que j'apparenterais à de la... non, de la candeur. Non, plus de la candeur sur le fait qu'un jeune masterant... et on n'a pas on n'a pas les mêmes motivations lorsque c'est quelqu'un qui démarre une thèse avec une première expérience professionnelle. Où là, effectivement, le statut social peut jouer. L'idée de faire jouer son statut social et de le valoriser après en entreprise. Si on est vraiment sur le jeune masterant qui veut poursuivre en thèse,
c'est cette forme de candeur, de croire, et aussi parce que c'était mon cas, donc je vais essayer de sortir de mon propre cas, mais de croire qu'on va faire progresser, même très modestement, et certainement très modestement, la connaissance, et d'utiliser ces connaissances-là pour faire bouger les lignes. Je pense qu'il y a une part de ça qui motive les jeunes masterants à partir en thèse. Voilà. Mais c'est certainement pas le côté financier. Citons les chiffres, hein, moi, ça fait, allez, j'ai commencé ma thèse en 2016, j'avais eu un contrat doctoral et en net mensuel, j'avais 1650 euros. Voilà, comme ça, au moins, les choses sont dites. Donc, c'est certainement pas pour le côté financier. Mes camarades qui étaient partis en école de commerce et qui ont très bien réussi gagnent aujourd'hui beaucoup plus que moi. Et les ressorts sont différents en réalité. Les ressorts sont différents en réalité. Je pense qu'il y a aussi cette forme peut-être de quête. Bernard parlait de croisade aussi juste avant, et c'est pour ça peut-être que je le poursuis, que je la poursuis cette croisade. C'est ma manière de fonctionner certainement. Mais il y a peut-être cette forme de quête aussi qu'on trouve en doctorat, qu'on ne trouve pas dans une expérience professionnelle autre, ou en tout cas dans l'image qu'on a d'autres expériences professionnelles. Ce côté presque un peu vocation. J'ai presque envie de dire désintéressé, même si on pourrait discuter, parce qu'effectivement, une fois qu'on a résolu le problème, qu'est-ce qu'on fait et il y a quand même des intérêts dans la recherche, faut pas croire non plus. Mais il y a voilà, ce côté vocation, je pense, qui motive à faire un doctorat, surtout dans une période où on parle de burn-out, de bore-out, de brown-out, j'en passe. Oui. Peut-être le doctorat pourrait être une forme de médicament pour faire une métaphore médicale à ce questionnement vis-à-vis du travail. Voilà. De dire je m'engage dans une voie qui est différente. Et du reste, c'est pour ça que je parlais aussi des 7500 des 7000 docteurs qui ne travailleront pas à l'université, pardon, pas à l'université, mais dans le monde, enfin on va dire extra-académique, c'est que ça génère aussi une forme de frustration d'arriver au bout des 3, 4, 5 ans de thèse, de dire finalement je vais rien changer du tout, et je vais rentrer dans le moule universitaire, et en dehors on ne veut pas forcément de moi. Donc il y a cette forme de frustration qui fait qu'on ne trouve pas forcément ses marques à l'issue de la thèse. Donc on y rentre par vocation, on y sort parfois un peu dépité. Je crois que c'est juste ça. Il y a une sorte de vocation, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des croisades. Les gens font leur thèse parce que c'est une sorte de croisade, mais ils ne s'interrogent pas sur le bien fondé de la croisade. À l'heure actuelle, le sujet qui revient le plus, c'est la décarbonation. Donc vous avez plein de thésards qui s'occupent de décarbonation, et personne ne s'est jamais demandé, en tout cas personne parmi les thésards, si cette décarbonation était bien fondée, si ça avait un sens. Ça n'en a aucun. Ils continuent leur thèse, ils seront ravis de participer à la décarbonation parce qu'on leur a dit vous allez libérer les lieux sains, en l'occurrence, et vous allez sauver la planète. Donc ils sont convaincus de sauver la planète. Alors ils sont payés pour ça, et pourquoi remettrait-il en cause un dogme? Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le thésard, par définition, est incapable de remettre en cause le dogme qui le nourrit. Il est formaté pour faire de la recherche interne à un certain dogme, à un certain périmètre, et il refuse d'en sortir. Je crois qu'il faudrait d'ailleurs avoir beaucoup de recul pour arriver à en sortir et beaucoup de capacité de communication avec l'extérieur et de curiosité intellectuelle. Et le thésard moyen est totalement dépourvu de curiosité intellectuelle. On lui a focalisé sur un sujet. Moi, j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas le propre des thésards, mais aussi des ingénieurs. J'ai eu, je vais vous citer une anecdote, c'est l'année dernière, on nous avait interrogé sur des questions liées aux risques climatiques, et en particulier les inondations. Donc j'avais participé à un colloque émanant du ministère du Développement durable, et il y avait un journal qui expliquait qu'il y avait tel et tel ennuis, comme par exemple les inondations dans l'Aude, c'est ça. Oui. Et le type avait fait un article en disant c'est terrible, il y a des inondations dans l'Aude. Moi, je me suis renseigné, puis c'est notre métier, donc j'ai dit on va essayer de récupérer les informations sur le niveau des eaux, la pluviométrie, tout ce que vous voulez, puis voir comment on peut remédier aux inondations dans l'Aude. Et j'ai téléphoné au bonhomme qui s'occupe à la préfecture des inondations dans l'Aude. Et j'ai tout de suite compris que le type, il voulait pas du tout qu'on remédie aux inondations dans l'Aude, parce que c'était ça qu'il payait. Ce qu'il voulait, c'était un PC, un poste de commande avec des voyants partout, une carte de l'Aude, du vert, du rouge, du bleu, etc. Il voulait, par définition, son job revenait à mettre l'accent sur les inondations dans l'Aude, mais pas du tout y remédier, parce que s'il n'y a plus d'inondations dans l'Aude, son job disparaissait. Donc j'ai compris ça. Il m'a fallu quelques mois quand même, parce que j'ai rédigé un projet qui évidemment n'a pas abouti.
un projet qui veille à faire qui vise, excusez-moi, à faire disparaître les inondations dans l'Aude, ou partout ailleurs, n'a pas la moindre chance d'aboutir. Mais vous voyez tous les jours dans les journaux tout un tas de trucs sur les catastrophes naturelles, on en est plein. Là, il y a eu des inondations en Espagne, à Alicante, non, c'était Valence. à Valence, pardon, oui. Ben, ces inondations sont complètement naturelles et sont largement dues au fait que les écolos ont refusé qu'on mette des bassins de rétention parce que ça détruisait les périmètres naturels, et patati patata. Donc on arrive à remédier aux inondations. C'est facile, il faut mettre des barrages et puis il faut mettre des bassins de rétention. Les bassins de rétention, ça consiste à envoyer la flotte ailleurs, en amont. Alors vous inondez le champ du paysan, il n'est pas content, mais comme ça la flotte n'arrive pas à Paris. Donc il existe des tas de moyens pour remédier aux inondations, mais on peut s'interroger sur le fait qu'en l'an 2024, la France, qui est un vieux pays, n'a pas été foutue de lutter correctement contre les inondations. Il y a des moments où on dit qu'il n'y a pas assez de flotte et des moments où on dit qu'il y en a trop. Il suffirait de garder les moments où il y en a trop et de le mettre de côté pour les moments où il n'y en a pas assez. Oui, mais c'est pas possible. Même à un moment, il se plaignait. On a travaillé pour Veolia pendant pas mal d'années. Il se plaignait du fait qu'il n'y a pas assez de flotte à tel endroit et trop à tel autre. Alors j'avais regardé la carte et j'avais dit, mais il n'y a pas l'Himalaya entre les deux. J'avais qu'à mettre un canal. Mais non, c'était hors de question. Donc, en fait, vous voyez dans les journaux tout un tas de plaintes sur, par exemple, les catastrophes naturelles, mais ça aurait dû être réglé depuis longtemps. Ça l'était du temps des Romains. Mais la situation actuelle veut que, par définition, les gens ont besoin de catastrophes naturelles. Voilà. Ça les fait vivre. Ouais, ils adorent ça. Ouais. Hier, j'ai rendu... Mais non, je me tais, je parle trop. Excusez-moi. Vas-y. Donc, pas de souci, peut-être pour rebondir sur la question, parce qu'il y a d'autres choses qui sont venues en tête entre-temps, sur le fait, sur la baisse de confiance envers les scientifiques et envers la science en général. Je pense que ça va aussi de pair avec la réduction de la culture scientifique aussi. Oui. Et c'est bien là où j'entame ma croisade, enfin, ou en tout cas où je l'ai entamé il y a quelques années de là, c'est de dire avec The Bridge, mais avec toutes les initiatives qui existent, c'est d'être en réalité, je vais utiliser des gros mots, mais au moins l'idée sera passée, d'être un peu le cheval de Troie de la science et des protocoles de recherche dans les entreprises. C'est une manière peut-être de sensibiliser les acteurs. Aujourd'hui, on parle d'entreprise, on pourrait étendre à d'autres acteurs, hein. Mais c'est une manière de sensibiliser les acteurs à ce qu'est la science, de les acculturer à son vocabulaire, à son fonctionnement, et en insérant des docteurs dans les entreprises, en faisant participer les docteurs aux stratégies R&D des entreprises, même si certains sont un peu verrouillés par l'université, leur directeur de recherche, etc. C'est quand même un premier pas, quoi. C'est quand même un premier pas vers ce que j'espère être un retour de la culture scientifique, en tout cas dans les entreprises. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci pour cette conclusion. Ah, pardon, si vous avez une question, bien sûr. Je pense que le problème, c'est pas spécifiquement la culture scientifique, mais la culture tout court. Bien sûr. C'est-à-dire que, enfin, entre vous, il n'y a pas qu'une différence d'âge, il y a une différence aussi au niveau de ce qu'étaient les systèmes éducatifs, et jusqu'à la fin des années 60, non, jusqu'à la fin des années 50, Normal Sup Lettres était plus importante que Polytechnique, et la première discipline, c'était le latin. Et la pensée, c'est du qualitatif. Donc, il y a peut-être des gens des lettres qui n'ont pas de culture scientifique, mais il y a aussi des scientifiques qui ne savent pas écrire. Nous sommes d'accord. Peut-être on va faire un tour, que chacun donne sa conclusion, avant qu'on arrête, monsieur. Vous avez quelque chose à dire, vous avez dit plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Dites quelque chose pour conclure, votre point de vue sur l'ensemble du sujet, librement. Mon point de vue sur l'ensemble du sujet, comment dire, alors j'ai commencé ouvrier, moi je ne fais pas de ferraille quand j'étais jeune, donc j'ai commencé ouvrier, j'ai passé technicien, ingénieur, là doctorant, et du début jusqu'à la fin, quand je travaillais sur les chantiers jusqu'au moment où j'ai travaillé dans les ministères, j'ai vu de l'obscurantisme partout, comme vous avez dit. Dans le bâtiment, beaucoup de gens disaient plein de choses qu'on ne mesurait jamais. J'ai jamais réussi à avoir des vraies mesures de tous les systèmes techniques qu'on me demandait, etc. Donc je vis aujourd'hui mon doctorat un peu comme une croisade.
qui va être très opérationnel et qui va être amené à mesurer un peu les choses. Mais je suis un peu plus mesuré que vous sur la science. Et comment dire, je me pose beaucoup de questions sur la science, par qui elle est financée aujourd'hui. Je me rends compte que je dois batailler au quotidien contre des services scientifiques et de plaidoyer de groupes comme de grands groupes industriels, mais qui ont beaucoup de moyens à disposition pour créer de la science. Et en fait, quand on regarde entre les lignes dans les articles, leurs articles de recherche sont complètement influencés avec des valeurs qui sont prospectives, des produits qui vont peut-être sortir dans quelques années avec des matériaux avec des matériels avec des nouvelles caractéristiques, etc. Donc je vois de la désinformation partout et en commençant à aller vers la science, je commence à voir de la désinformation dans la science. Et ça m'inquiète. Mais Ça m'amuse parce que vous rejoignez exactement ce que j'ai dit alors qu'on n'est pas de la même génération. Je vois du petit lait en vous entendant. Mais c'est... Comment dire, je ne suis pas sûr que ce soit une question de génération. Enfin, Non, je crois pas le temps non ne plus. fait rien à l'affaire. Et je suis pas sûr que ce soit des choses complètement nouvelles, mais pour avoir discuté avec des personnes qui sont là-dedans depuis un moment, ils me disent que c'est de pire en pire, il y a Oui. des informations de plus en plus présentes. Ça, Et je vous montre aujourd'hui certains rapports publiés dans des ministères, c'est atterrant. littéralement faux, quoi. Ouais. Et je suis pas sûr qu'ils faisaient ça il y a 30 ans. Donc Je suis cette d'accord avec vous, ça désinformation générale contredit ce que m'inquiète. dit Charles, Oui. à savoir que la situation s'est détériorée. Monsieur, donnez-nous vos conclusions, s'il vous plaît. Ouais. Les mots sont lourds de sens et les phrases aussi. Et je suis très attentif à la communication qu'on a eue, communication francophone. Et je suis attaché au multilinguisme et certainement pas au monolinguisme qu'on a tendance à nous faire vivre, que les moyens de communication ont tendance à nous faire vivre. Moi, je mettrais volontiers le journal officiel, les chaînes d'information sous la tutelle de l'autorité judiciaire, parce que c'est quelque chose qui est vital et constitutionnellement vital. Et aujourd'hui, c'est quand même hallucinant qu'on voit toute une collection d'élus politiques au nom de la Constitution actuelle et qui font à peu près tout sauf de l'appliquer. Je trouve ça un peu... Vous avez raison de manière fondamentale sur un point, à savoir que le juridique a le principe du contradictoire. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est un principe fondamental de son droit. Vous ne pouvez pas avoir un avis si vous ne le partagez pas avec la défense et l'accusation. Donc la défense et l'accusation doivent avoir connaissance de toutes les pièces. Ce qui est complètement le contraire de ce qu'on voit à l'heure actuelle dans la société civile. Ophélie, ton avis? J'ai rien à dire. Oh, merci. Rima? Moi, je peux pas dire grand-chose comme j'ai pas fait de thèse. Je viens de découvrir la réalité des thésards. C'est un peu... ça me saute, c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, les thésards sont bien placés. Donc c'est un peu déçu, quoi. Tu peux être déçu, monsieur. On va tourner dans ce sens-là, monsieur. Votre conclusion. Moi Oui, vous, là. Au milieu. Ma conclusion. Je sais pas. Non, disons que moi je suis venu ici parce que je suis un vieux docteur de l'an 2000. Et j'aurais fait partie à l'époque du genre de profil que vous critiquez, c'est-à-dire des gens qui sortent en n'étant pas employables. Mais en même temps, moi, je n'ai pas cherché à avoir un poste. Très bien. J'ai fait ça parce que... Ça me plaise. Voilà, c'est ça. Mais j'ai jamais été dans la perspective, je fais une thèse pour avoir un poste. Et on m'avait prévenu, même mon directeur de thèse, que dès lors que... C'était sur quel sujet? J'ai fait quelle des discipline? méthodes topologiques en géométrie algébrique. Ah oui, c'était mal. Donc ça ne se vend pas très bien. Et donc,
Même mon directeur de thèse m'avait prévenu, C'était qui votre directeur de thèse? c'est Boa Cérez, qui est maintenant recteur de la Suisse italienne. Il m'avait prévenu que dès lors que j'étais pas normalien, C'était mal. ça serait compliqué de. Enfin, je veux dire, on remet pas en cause les compétences des normaliens, mais pour ce que j'appelle les roturiers, moi je me dis comme un roturier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait de classe préparatoire, c'est plus compliqué. Voilà. Et là, ce à quoi j'en arrive dans ma réflexion, c'est que si on veut travailler dans une organisation où sont valorisées l'intelligence générale, l'indépendance d'esprit et l'esprit critique, peut-être qu'on a intérêt à la créer soi-même. Ouais, ça n'existe pas. Belle conclusion. Monsieur, s'il vous plaît. Moi, je m'interroge souvent sur le caractère exceptionnel de la période qu'on a eue autour des années 50, après la guerre. J'ai l'impression que c'était une période en fait exceptionnelle. Est-ce que c'est exceptionnel finalement qu'à partir d'une humanité très médiocre, par définition, eh bien, on arrive à faire germer quelque chose de tout à fait remarquable. Et je pense que j'ai tendance à penser que finalement, maintenant, notre société revient à son état naturel qu'elle avait peut-être avant. Lucas, ta conclusion? Pas vraiment de conclusion. Je savais déjà que, en tant que thésard, moi, mon opinion, c'était que pour être thésard, il fallait être motivé. Parce que, certes, vous dites que pour le paiement, mais bon, c'est un peu tout ce que tout le monde recherche quand même. D'avoir un poste avec un salaire qui lui convienne, surtout dans la société actuelle. Et c'est vrai que quand on fait une thèse, normalement c'est pour être enseignant-chercheur derrière, et c'est compliqué. Oui. Parce que, on peut être chercheur en université sans pour autant être enseignant, mais généralement on nous demande, on fait une thèse pour être enseignant-chercheur derrière, les postes sont compliqués, et on les obtient pas tout de suite. C'est ce qu'on m'avait prévenu, les postes sont difficiles à obtenir. Je l'ai fait de la chimie, c'était pas vraiment voilà, facile. Et une thèse, ça reste quand même beaucoup de travail pour un salaire qui est quand même faible, alors que vous êtes, c'est ce que vous disiez, vous faites une thèse, donc un équivalent bac plus 5 de compétences, donc vous arrivez après un bac plus 5 à avoir un salaire qui est 200 € de plus que le SMIC, alors que d'autres, j'exagère un peu, mais on est pas Non, loin, c'est vrai. Ouais. alors que d'autres qui sortent d'écoles d'ingénieurs qui sont à bac plus 5, puisqu'on fait donc 2 ans de classe prépa, plus un cycle généralement de 3 ans en école d'ingénieur, peuvent très facilement avoir, surtout que leurs écoles d'ingénieurs, vu le réseautage, leur obtient déjà les postes en grandes entreprises. On paye une école d'ingénieur, mais on paye aussi le réseau, et obtient déjà des salaires qui sont déjà facilement 2 fois supérieurs en sortie. Bien sûr. Mais je vais laisser Charles conclure, si vous êtes un invité, donc c'est à vous qui revient le soin de conclure. Alors, je ne sais pas si c'est à moi que revient le soin de conclure. À l'armée, on dit on ne parle pas après le chef, donc peut-être que je vous laisserai quand même la parole. Mais juste pour dire, les connaissances scientifiques et les processus de recherche, ils peuvent être, et à mon sens, ils doivent être portés par les docteurs. Ces connaissances, elles doivent être diffusées, parce que c'est la thématique du jour, dans les entreprises, un peu à la manière d'un cheval de Troie. Je reprends cette image que j'ai dit tout à l'heure, sans les intentions forcément négatives. Mais je dirais qu'il existe d'autres formes de connaissances qui doivent compléter cette approche scientifique, et c'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, en disant qu'on manque de culture scientifique, mais on manque de culture tout court. Et ça me fait le pont vers, encore une fois, vers d'autres types de connaissances. On peut penser aux autres types de recherches qui sont menées en sciences humaines et sociales. Je pense même des recherches en linguistique, des recherches en art, des recherches en histoire, des recherches en littérature. Donc la recherche, c'est bien plus que les sciences exactes. Et ces connaissances scientifiques-là, elles doivent être binomées, complétées par d'autres formes de connaissances. On pourrait même pousser jusqu'à la religion. Voilà. Donc ça, c'est peut-être sur ce message-là d'ouverture aux autres formes de connaissances. Merci beaucoup pour cette conclusion. Merci à ceux qui se sont dérangés. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas d'exposé le mois prochain. Par contre, nous organisons une formation sur les méthodes probabilistes dans le domaine de l'environnement. Donc vous allez voir une affiche si vous ne l'avez pas déjà vue.
Donc il n'y aura pas de conférence comme celle-ci, mais une formation spécifique. Voilà, merci beaucoup. Un café est servi à côté avec plein de petits gâteaux.